extraordinaire, imprévisible. Bon, c'est quand même le cas. On a l'habitude, c'est ça. Voilà, il faut pas s'habituer aux bonnes choses. Il faut que ça reste rare. Alors, ce soir, dans le Before, on va rediffuser l'interview que j'ai eu la chance de faire de Gérard Holtz, donc le journaliste qu'on ne présente plus. Alors, il se trouve qu'il a arrêté le journalisme, il a arrêté les médias, mais il s'est lancé dans sa passion, en fait, sa première passion. Bien avant le journalisme, il avait cette passion, c'est le théâtre. Donc, il a écrit et il joue un seul en scène, un one-man show qui s'appelle Vive le sport et ses petits secrets. Il va dévoiler des secrets sur les Jeux olympiques notamment, sur le rôle des femmes dans le sport énormément. Alors, je vous conseille ce spectacle qui va partir en tournée. Là, c'était pendant le Festival d'Avignon. Donc, j'ai eu cette chance de lui poser quelques questions. Donc, je vous laisse découvrir cette interview qui a été faite dans le cadre de l'émission Backstage sur Twitch avec Yves Rocamora, Jack Roy et Michael Akal, que je salue d'ailleurs. Voilà, je vous laisse profiter, enjoy l'interview et puis on se retrouve après pour le live consacré au sport. Donc ce soir, c'est un live consacré au sport, toutes ces formes. On commence par la Rolls. À tout à l'heure, bye. On va accueillir notre quota féminin de l'émission. Enfin. Enfin, je suis désolé. Non, parce que vous êtes charmant. Honnêtement, vous êtes charmant. Oui, mais vous devez beaucoup plaire. Oui. Mais c'est vrai. Merci, c'est gentil, Gérard. Mais on va accueillir. Mais je vous en prie. Faites comme chez vous. Alors on va se serrer. Je rêvais d'avoir une panthère entre nous. Ça commence fort. Bonjour Gérard Holt. Alors moi je suis Kate, comme l'a dit Yves, je suis le quota féminin. Oui, Kate. Oh my God. Do you want to speak in English with me? Yes, I do. Yeah. Okay, after? Yeah. Okay. Alors oui, donc Suédois aussi? No, I don't speak Swedish. Okay. Prato svenska. Spanish. O italiano, sì. Spanish, if you want. Si, non. Ah non, mais non. J'en parle 5. Je parle 5 langues, mais pas l'espagnol. J'ai pas eu l'occasion. C'est pas mal, hein? Non. Ok, Kate, pardon. Alors oui, sorry. donc je suis le quota féminin. Hein, n'est-ce pas? Bon, en plaisant. Non, je suis là pour essayer de vous connaître un peu mieux. Là, on a parlé sport, on a parlé vraiment de votre spectacle. Moi, je vais essayer, on va faire un petit moment convivial. Intime, si tout le monde peut sortir. Je vais vous laisser. Alors, j'intitule ça Tea or Coffee. Je le dis en anglais, justement. Et vous me direz, à la fin de notre discussion, si vous voulez un thé ou un café, et c'est Yves qui régale. D'accord. Oui. Ok. Vous savez, t'as du café je au moins? viens de l'apprendre. Hein. Thé ou café, c'était la superbe émission de mon ami intime, avec qui j'étais hier. Ah oui, Hier, Catherine Sellac. Catherine Sellac. Hier, je suis allé en Camargue, j'ai fait un aller-retour en Camargue hier pour voir une corrida à cheval, Réron, et avec Catherine. Ah oui, vous et parlez espagnol. Non, non, mais c'est un vrai problème d'ailleurs. Ouais. J'adorais ces émissions. C'était bien. Très intime. Tea or coffee. Tea or coffee. Alors ma première question, c'est juste par rapport à ce que vous venez de dire sur l'école. Moi, je suis sensible à ce thème-là, sur l'éducation. Parce que vous avez 5 enfants. Voilà, qui m'attendent en bas. Non, vous disiez que le sport serait primordial, qu'il fallait changer le système éducatif en mettant du sport. Et l'art dans tout ça? L'art aussi. Alors, sport ou art? Les si deux. Vous deviez choisir. Non, les deux, surtout les deux. Vous avez insisté sur le sport. Et j'en suis l'exemple absolument concret, puisque moi, ma femme, par exemple, est la directrice du théâtre de Nice. Oui. C'est-à-dire, c'est la culture à l'état pur. 30 ans à la Comédie Française, comédienne, ensuite patronne de la Comédie Française, administratrice générale. Je suis très, très fier de ma femme. C'était la première femme... On le ressent, même dans le spectacle, on le ressent. C'est la première femme, depuis Louis XIV, depuis Molière, à être administratrice générale de la Comédie Française. Il n'y avait aucune femme avant. Aucune femme. Et ensuite, elle a été la première femme directrice de la Villa Médicis à Rome aussi. C'est pareil, depuis Louis XIV aussi. Donc je suis super fier de ma femme. Et donc nous représentons finalement tous les deux, en fait, l'art et la culture. Elle est la culture, je suis le sport, même si aujourd'hui je bascule vraiment dans la comédie, mais je mets absolument les deux, alors là, sur le même plan. C'est-à-dire que moi, je devrais, si j'étais ministre, ce serait obligatoire, par exemple, des cours de théâtre à l'école. Je suis d'accord avec vous. Mais oui, d'accord. Obligatoire. C'est-à-dire, on devrait, par exemple, l'après-midi, sport, mais le matin, à un moment ou à un autre, et avec, alors là encore aussi, idée, parce que moi je suis très pratique comme gars. Je suis plus pragmatique. Je suis plus pour des solutions que pour poser des problèmes. Bon, les intermittents
qui de temps en temps n'ont pas de travail, devraient être embauchés par l'éducation nationale pour venir dans les collèges, et même peut-être même plus tôt, même dès l'âge de 6 ans, pour commencer à faire travailler les gamins sur des scènes de théâtre, sur des récitations, sur des poèmes, pour l'élocution, pour la prise de parole en public, parce que c'est des bases essentielles dans la vie. Ça élargit l'esprit. D'autant qu'aujourd'hui, donc en terminale, ils doivent passer le grand oral, qui est donc la base, et ça serait extraordinaire s'il pouvait y avoir plus de théâtre à l'école. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Donc 100% d'accord avec beaucoup plus de théâtre, littérature, poésie. Les arts en général. Si vous deviez choisir entre théâtre classique et théâtre contemporain, vous avez un petit peu esquissé une réponse tout à l'heure, mais j'aimerais que... Ouais, spontanément, je vais dire classique. Oui. Même si j'aime Joël Pomera, Rodriguez, oui, mais basiquement théâtre classique, parce qu'on a tellement encore à apprendre justement de se baigner dans ces grandes écritures et dans ces situations. On a des grandes discussions avec ma femme à propos de Molière, Shakespeare. Elle est très Shakespeare, elle. Elle est Racine, beaucoup, et moi je suis très Molière. Je suis Molière. Moi je suis Molière parce que je suis Molière parce que Molière a su avec même si on n'a rien retrouvé de ses écrits, ça c'est quand même extraordinaire. Rien. Pas une pièce écrite par lui, tradition orale. Et ça, il y avait des scribes qui étaient derrière, et lorsqu'il jouait quelque chose, il prenait des notes sur les répliques, sur les choses comme ça. C'est extraordinaire. Il a quand même dépeint toutes les facettes du caractère humain de façon tellement pointue que ça nous donne des leçons à chaque fois. Shakespeare aussi. Oui, mais différent, en s'appuyant plus sur l'histoire, lui. Alors que nous, c'était plutôt sur l'humain. Mais c'était intéressant, et surtout la finesse des analyses de Racine. Elle m'a fait, quand on s'est rencontrés avec ma femme, lorsque je l'ai invitée à déjeuner pour la première fois. C'est un coup de foudre aussi ? Un coup de foudre. Parce que vous êtes un homme à coup de foudre. Oui, absolument. J'ai eu absolument un coup de foudre. Et ensuite, je me suis débrouillé en magouillant un peu pour qu'on déjeune ensemble, pour lui faire la cour. D'accord. Le thème du premier déjeuner, c'était Racine ou Corneille. C'était la différence qu'il y a entre les deux. L'énorme différence qu'il y a entre les deux. D'ailleurs, ils ont à la fois travaillé ensemble, avec Molière, pardon, pas Racine, pardon. C'est Corneille et Molière. Voilà, pardon. Mais non, Racine et Corneille, c'est les grandes tragédies. La différence entre le devoir, le destin, la finesse de Racine quand il parle de l'amour, c'est quand même extraordinaire. On ne dit pas qu'il y a certaines pièces ou certains extraits de Molière qui seraient écrits. Oui, on l'a dit, et c'est sûr qu'ils ont travaillé ensemble, et c'est sûr qu'il y a eu des influences, et c'est sûr que Corneille, à un moment où Molière avait trop de demandes, parce que Louis XIV, tellement conquis par Molière, lui a dit à un moment, allez, trouve-moi une pièce, fais-moi une pièce. Et comme il jouait lui-même, il n'avait plus même le temps, donc il a demandé à un moment à Corneille de l'aider. Mais c'est pas lui qui a écrit. Oui, évidemment. Ouais. Pour revenir à votre spectacle, donc il s'intitule Vive le sport et ses petits secrets au Théâtre Actuel, 14h05, 14h30 14h30 tous les jours sauf le lundi. Pour vous préparer, vous avez suivi un entraînement de sportif de haut niveau, plutôt course de fond ou sprint? Course de fond. Course de fond, vous avez raison, c'est bien, vous connaissez bien le sport. La grande différence entre les deux. Non, course de fond, oui, je me suis préparé. Oui, vous pouvez nous parler de votre entraînement particulier pour cet exercice? Alors, déjà, basiquement sur le texte, déjà, ça veut dire que depuis des mois et des mois, en fait, je l'ai écrit ce spectacle déjà il y a un an. Il y a plus d'un an, puisque je devais jouer à Avignon déjà l'année dernière, s'il n'avait pas été. Ça a été annulé. Et c'est, à mon avis, un bonheur, parce que l'année dernière, j'étais parti sur un personnage qui racontait tout ça, avec une télévision au fond, et je pense que ça aurait manqué un peu du romantisme et du déclencheur d'imagination que j'ai réussi à faire avec celui-là aujourd'hui, avec juste les dessins de bande dessinée et mes récits. Donc ça c'est une chose. Alors donc, depuis l'année dernière, pratiquement tous les jours, je faisais comme mon père. Mon père était artisan maroquinier. Enfin, il travaillait dans le Marais avec ma mère, juste tout petit atelier. Mon père était extraordinairement consciencieux. Et j'ai fait comme lui, c'est-à-dire tous les jours, je relisais mon texte en revérifiant chacune des histoires et en regardant chacun des mots, pour essayer d'avoir, comme disait Rabelais, la substantifique moelle de ces histoires-là. Donc ça, c'est la première chose. Et encore aujourd'hui, je le fais. C'est-à-dire tous les matins,
je relis mon texte, je me remémore tous les enchaînements, c'est un rite. Et physiquement, parce qu'il faut un entraînement physiquement, lorsque j'avais encore mon vélo, puisqu'on me l'a volé hier soir, que si jamais tu m'écoutes, toi qui me l'as volé. Oh, le vélo de Gérard Rolf. Bref, non, en fait, j'ai un vélo de course, ouais. J'ai un vélo de course à Nice et je me suis entraîné, oui, comme si c'était une compétition, exactement comme si c'était une compétition. Alors par exemple, j'ai ralenti à mort le sucre. Pour être un peu plus en forme. J'aime pas trop employer les mots, même si vous appelez backstage, mais coulisses. Moi, je préfère coulisses à backstage, par exemple. Mais bon, par exemple, tout à l'heure, avec les jeux vidéo et tout ça. Oui, bien sûr, non, mais bien sûr, bien sûr. On est sur Twitch. On est sur Twitch. Très bien. Et non pas, comme on dirait en français, tourner. Ouais. Twitch TV, hein, ça s'appelle exactement. Twitch TV. Ouais. Et donc, oui, je me suis préparé, c'est vrai, physiquement, donc avec le ralentissement sur le sucre, beaucoup de kilomètres à bicyclette. Par exemple, je ne bois plus une seule goutte d'alcool pour le déjeuner. Comme ça m'arrivait de temps en temps avec les déjeuners de travail. En France, c'est difficile de refuser un petit apéritif ou un verre de vin ou un truc comme... Plus jamais. Et surtout pas avant d'entrer sur scène. Et juste un petit truc, parce que je me suis rendu compte, et c'est très simple d'ailleurs à réaliser, ça assèche la bouche. L'alcool provoque une élévation de la température du corps. Et donc il faut s'hydrater davantage après. Exactement. C'est difficile un spectacle. Exactement. Est-ce que vous avez fait comme Néron avec les plaques? Ah oui, il y a un passage extraordinaire. Costaud là. C'est rigolo, hein. C'est rigolo. C'est rigolo. Et c'est vrai. C'est vrai. Il se faisait poser des plaques de plomb sur les abdominaux pour travailler sa respiration. Très étonnant. Ouais, c'est étonnant. Vous êtes, c'est une notoriété publique, vous l'avez même répété, vous êtes passionné de cyclisme, mais aussi de foot, puisque vous avez commencé par là. Et des femmes, oui. Et des femmes. Alors, on va y revenir évidemment aux femmes. Je suis le quota féminin de l'émission, donc on va y revenir. Mais sur le foot, Pelé ou Zidane? Pelé. Indéniablement. Pelé pour l'ensemble de sa carrière. Et Zidane pour son caractère, cette modestie, cette finesse, puis tout ce qu'il a apporté à l'équipe de France. Puis j'ai eu la chance de faire une grande émission avec lui, où on a beaucoup travaillé sur ce qu'il voulait, des reportages qu'il voulait, les gens qu'il voulait inviter. Donc il avait invité sa femme, Véronique, son père, qui était venu de Marseille. Il avait invité Barthès, etc. Bon, on a beaucoup évoqué l'histoire de la Coupe du Monde 98. C'était 2 mois après la victoire. Zizou, il est craquant. Il est touchant. Il est touchant. Ouais. Bon, mais c'est Pelé, un caractère aussi. Oui, c'est un caractère. C'est lui qui détient le record. Un des records, des cartons. Et un coup de boule légendaire aussi. Pelé, pour sa carrière, c'est aussi un gentil, Pelé. C'est aussi un gentil, très professionnel. Parce que je l'avais vu 3 fois à Paris, 3 fois. Il était venu dans une de mes émissions, puis on s'était vu, on avait déjeuné ensemble. Pour moi, il y a une des qualités principales chez un humain, c'est d'écouter. C'est pas seulement de parler, comme je fais ce que je fais depuis 2h30 déjà, mais c'est de savoir écouter. Et Pelé, par exemple, comme Zidane, c'est des types qui savent écouter. Pour moi, c'est super important. Lorsque je vous entends parler des sportifs, je me demande si les avoir côtoyés, c'est des sportifs de haut niveau extraordinaires, dans leurs défaites et dans leurs victoires, qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre parcours théâtral et dans la décision de franchir le cap? Est-ce que ça, vous les avez... Oui, de jouer. Est-ce que côtoyer les sportifs vous a motivé dans votre démarche? Alors, il y a pour au moins une chose qui est progresser sans arrêt. Dans mon bureau, lorsque j'étais à France Télévisions, j'avais un poster de Nike où il y avait une danseuse qui était là en train de récupérer sur un fond magnifique d'un vitrail. Et en dessous, il y avait marqué « L'extase, c'est de pouvoir progresser chaque jour ». Malgré le temps qui passe, malgré la vieillesse, malgré les neurones qu'on a de moins en moins, malgré on est pris par la vie, mais de continuer à progresser. Ça, oui, les sportifs me l'ont montré. Par le travail. Et m'ont inculqué. Par le travail. Ce que je dis de temps en temps, parce que je pense que j'aurai moins de temps l'année prochaine, mais j'ai fait quelques conférences les années passées devant des chefs d'entreprise. Et on me dit, mais Gérard, parlez-moi de les mots-clés de votre vie. Je dis, moi j'ai 3 mots-clés. C'est très simple. Travail,
travail, travail. Jamais je ne me suis présenté dans une émission sans avoir 12 000 fiches que je n'utilisais pas. Mais parce que j'avais travaillé, je les avais comme vous, exactement ces petites fiches-là. Exactement. Je les avais tellement ingurgitées, mûries, que j'en avais pas besoin. Mais avant, c'est travail, 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 travail. Alors, c'était un peu spécial vis-à-vis de mes collègues à la télévision parce que j'étais pas au bureau. Moi, je travaillais beaucoup à la maison. Moi, j'étale tout à la maison. Et maintenant, en plus, il y a l'ordinateur, évidemment, ça aide aussi. Mais sinon, j'ai mes dictionnaires, j'ai mes bouquins de référence, etc. J'étale tout et je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors qu'ils ne me voyaient pas beaucoup au bureau. Et pour eux, les jaloux me disaient glandeur. Sauf qu'à l'antenne, voilà, il y avait une petite différence. C'est ce qui fait que vous avez duré aussi 44 ans. Alors maintenant, on se connaît un petit peu mieux. Est-ce que vous allez me dire, si un petit peu mieux, est-ce que c'est plus stressant de présenter Stade 2 ou de monter sur scène sur les planches? C'est monter sur scène, absolument. Ah ouais, c'est le théâtre, bien sûr. Bien sûr. J'ai eu relativement peu de trac en télévision, justement parce que j'avais préparé les choses. Et que j'avais même préparé, justement, des parachutes, au cas où. Au cas où. J'avais toujours, lorsque je partais, par exemple, sur le Dakar, j'avais des cahiers d'écoliers où d'un côté, j'avais les concurrents, leur palmarès, le parcours, etc. Et de l'autre côté, j'avais toute l'histoire, par exemple, de l'Argentine. On allait en Argentine. Alors, à l'époque, c'était une présidente. La présidente. Le passé, l'économie, les différentes régions, etc., etc. Voilà. Donc, je préparais beaucoup de choses pour être capable au cas. Et j'ai eu dans le passé, oui. Mais pourtant, j'ai eu des choses. Dans le direct, il peut y avoir des imprévus. Oui, des mais lorsqu'on a travaillé, lorsque j'ai de temps en temps dans le vélo club dans le Tour de France, les coureurs allaient très très vite et j'avais 20 minutes, 25 minutes d'émission et ils allaient très lentement et j'avais 2 heures d'émission ou le contraire. Ah oui, d'accord. Donc il fallait meubler. Il faut meubler, et là, Daniel Bilalian, qui a été mon patron, mon ami et mon patron, il a eu une phrase extraordinaire quand j'ai quitté la télé, donc il y a 4 ans. Il a dit, Gérard, il y en a pratiquement aucun, enfin, il y en a peu, et sinon aucun, qui soit capable de faire un clafoutis comme tu l'as fait avec un noyau de cerise. Et il avait raison. Avec un noyau de cerise, moi je faisais un gâteau. Parce que je regardais autour de moi, le type là, le coureur, il avait un vélo spécial. Parce que j'avais vu que sa femme était là-bas dans le public et je demandais à sa femme de venir et de me parler du coureur. Parce qu'il y avait un homme politique qui était là. Et puis comme j'avais travaillé sur le département, je savais qui c'était. Et donc, blablabla. Voilà. Donc travail. Et juste pour répondre, Kate, à votre question, en fait, c'est un vertige, le plateau de théâtre. C'est un vrai vertige. Donc c'est une drogue dure. Quand on a commencé, quand j'ai recommencé il y a 13 ans, de vivre ça, c'est-à-dire d'avoir un moment où toc et on y va, et il faut séduire le public, comme avec une femme. Il faut l'intéresser, il faut l'accrocher, c'est un peu comme la pêche au gros poisson. Oui, mais au gros poisson, comme on fait à l'île Maurice ou à l'île de la Réunion. Je vais chercher le public, je le ramène, je le lâche un peu, et puis je le ramène encore. Voilà. Et ça, honnêtement, vraiment, ça fout le trac, oui. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous pensez revenir à la télévision? Non, jamais. Non. Je ferai éventuellement. Parce que j'ai tourné la page, parce que c'est théâtre, parce que je fais des livres, et puis parce que il y a tellement de choses encore à faire. Jusqu'à 120 ans, moi, ça me laisse encore pas mal de rôles possibles. Non. Éventuellement, 1 ou 2 documentaires. Je réaliserai 1 ou 2 documentaires parce que j'ai ça en tête depuis longtemps. J'ai 2 sujets particuliers. Voilà. Mais revenir, non. On m'a proposé à Nice, là. On m'a proposé de refaire de la télévision et puis j'ai dit non. Alors, on va accueillir Jack. Parce qu'il trépigne, notre chroniqueur Jack. Je l'entends, il est au taquet. Alors, Bonsoir à tous, on se retrouve dans le live Gate in the USA, donc sur la plateforme Twitch.
Je vous rappelle le principe de cette plateforme, eh bien c'est l'interactivité. Si vous avez créé votre compte Twitch, vous pouvez venir sur le chat et nous poser des questions, commenter, donner des exemples. Vous voyez, c'est sur la droite de l'écran et vous pouvez donc interagir avec nous. C'est tout l'intérêt de Twitch. Voilà, alors je me représente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Kate. À la technique, nous avons James. Bonsoir James. Bonsoir à tous. Et ce soir, nous avons le privilège d'avoir un invité exceptionnel en la personne de Xavier Mas, parce qu'on va parler de sport US et c'est vraiment un spécialiste de sport US. Bonsoir Xavier, merci d'être là. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous suivent et qui ne te connaissent pas? Donc j'ai 47 ans, j'ai évolué dans le football américain depuis 1992. Tout d'abord en tant que joueur, ensuite en tant qu'entraîneur des équipes de jeunes, et puis j'ai pris la direction de l'équipe senior. Ensuite j'ai été salarié du club en tant que manager, donc j'ai cumulé les deux postes d'entraîneur principal et de manager. Et puis j'ai à la fois fait du football américain et du hockey sur glace, puisque pendant 3 ans j'ai été assistant coach d'une équipe de D1 de hockey sur glace pour les Jokers de Cergy. Et toujours dans le football américain, j'ai été coach des running backs pour l'équipe de France de 2002 à 2007. Et donc j'ai arrêté ma carrière dans le football américain en 2019. Alors tu es multicasquette, j'en profite, juste une petite parenthèse, je remercie Chania pour cette magnifique casquette que tu m'as fait parvenir, merci beaucoup, j'espère que vous l'avez trouvée jolie, et voilà, merci Chania. Donc tu es multicasquette, mais ton sport de prédilection c'est quand même le foot US, donc tu as été head coach, manager. Est-ce que tu pourrais, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le foot américain, est-ce que tu pourrais expliquer en quoi consiste ce sport dans les grandes lignes déjà? Alors tout d'abord, c'est un sport de gagne-terrain qui se joue à 11 contre 11. Donc il y a une équipe d'attaque et une équipe de défense qui n'ont rien à voir entre elles sur le terrain, ce sont des joueurs différents. À la différence du rugby par exemple, où des joueurs peuvent être attaquants et défenseurs sur la même partie. Donc on a 4 phases d'attaque pour pouvoir gagner 10 yards. 10 yards, c'est l'équivalent de 9 mètres 30 et quelques. Et donc si l'équipe d'attaque n'arrive pas à gagner ces 10 yards minimum, elle va dégager son camp, rendre la balle à l'adversaire, donc à la défense. Et en fait, tous les joueurs vont sortir. Et donc l'équipe qui était en défense passe en attaque. Et ainsi de suite. La différence du rugby également, le football américain autorise une passe avant par séquence de jeu. Donc comme je disais, on a 4 séquences de jeu pour gagner 10 yards. Sur chaque séquence de jeu, on peut avancer par une passe avant. Alors, c'est un sport, en France, on a l'image d'un sport saccadé. Est-ce que c'est légitime d'avoir cette image-là? Oui, c'est légitime parce que les sports qui sont des sports principaux chez nous, que ce soit le soccer, le rugby, le handball, le basket, ne sont pas des sports aussi saccadés que le football américain, puisque nous, effectivement, dès que le joueur est plaqué, l'action s'arrête. Alors que le rugby, une fois que le joueur est plaqué, il libère son ballon, l'action continue. Voilà. Et au football, un joueur qui va perdre le ballon, où la balle sort en touche, on renvoie la balle tout de suite. Alors qu'au football américain, comme c'est un sport qui est très tactique, il y a une conférence qui s'appelle le huddle, où les joueurs d'attaque vont se retrouver pendant 45 secondes. En fait, dès que le joueur est plaqué, il y a 45 secondes avant l'action suivante. Et donc, ce qui fait que pendant ces 45 secondes, le quarterback généralement va donner la tactique. Et ensuite, les joueurs vont se mettre en place pour partir effectuer le jeu qui a été fait par le coach. Certaines équipes jouent en mode offense. Donc là, il n'y a pas le regroupement, c'est justement pour mettre plus de rythme dans le jeu et perturber la défense, notamment sur les changements de joueurs. C'est-à-dire que des joueurs qui vont être fatigués sur la défense ne pourront pas sortir parce que l'équipe d'attaque va essayer de mettre du rythme. D'accord. Tu as parlé du quarterback. Alors, ceux qui ne connaissent pas trop le foot américain ont en tête ce poste-là. Il est vraiment clé. Il y a d'autres postes clés, mais on a l'impression que le QB, c'est comme l'attaquant au foot. Je sais pas. Le QB, c'est plus comme le meneur de jeu au basket, comme le numéro 10 à l'époque de Platini ou de Maradona sur le soccer. Et comme je disais, on a le droit de faire une passe avant. Et la passe avant, c'est ce qui permet de gagner beaucoup de yards d'un coup, à la différence d'une course où on peut perdre du terrain, gagner peu de terrain. Donc un quarterback doit connaître l'ensemble des responsabilités des 10 joueurs qui sont autour de lui. Qu'est-ce que tu entends par responsabilité? Il doit savoir quel tracé va effectuer ses receveurs. Il doit savoir comment sa ligne d'attaque va protéger, les gros bonhommes qui sont devant lui, comment ils vont le protéger. Donc par exemple, si sa ligne doit faire une protection en zone vers le côté gauche et que lui voit qu'il y a plus de joueurs en défense sur son côté droit, il doit être en mesure de pouvoir appeler ce qu'on appelle un audible, c'est une modification du jeu qui a été appelée. Donc par exemple une modification de la protection de passe pour venir aller chercher les joueurs qui sont en plus grand nombre du côté droit, si ça avait été appelé du côté gauche précédemment. Et il doit connaître également quel est
le rôle des hommes de ligne d'attaque sur des jeux de course. Par exemple, imaginons que tu as 5 hommes de ligne d'attaque, imaginons qu'on a décidé de courir entre le centre et le garde de gauche. Donc c'est le premier gap. C'est ce qu'on appelle le gap entre les deux joueurs, les trous. Le trou. Imaginons que le jeu qui est appelé est de courir dans ce gap-là, et le quarterback voit que ce gap est déjà bloqué avec un joueur à cette position. Il a l'opportunité, c'est le seul dans l'équipe qui a l'opportunité de modifier le jeu. Aucun autre joueur ne peut modifier le jeu que lui. Et il peut prendre la décision tout seul sans avoir l'avis d'un coach. Ah oui. Il prend tout seul la décision. Oui. Alors en fait, le truc c'est qu'au niveau universitaire et au niveau professionnel, tu as des meetings perpétuels avec les coachs. Donc tu as des meetings de position avec ton coach de position, tu as des meetings ensuite d'attaque ou de défense avec ton coordinateur. Et le quarterback, lui, plus précisément, il a encore plus de meetings parce que lui, il doit connaître la stratégie. On va dire que les receveurs, les hommes de ligne, les running backs ou les défenseurs, eux, ils sont là pour appliquer le jeu. Ils exécutent. Exactement. Et le quarterback, lui, c'est le chef d'orchestre. Donc lui, il doit connaître toute la partition de tout le monde. Et c'est pour ça qu'en fait, il passe plus de temps dans les salles de meeting avec les coordinateurs. En fait, c'est comme un deuxième coach sur le terrain. Ah oui, d'accord. Et est-ce que c'est vrai que certains joueurs à certaines positions ne connaissent pas bien les stratégies, ne connaissent même pas très bien les règles, c'est peut-être exagéré. Est-ce que c'est une légende ou Alors, en attaque, pas vraiment, parce qu'on a l'habitude de dire que c'est plus difficile de construire que de détruire. Donc en attaque, il faut absolument savoir ce qu'on va faire, son tracé, on doit savoir où est-ce qu'on doit j'utilise des termes anglais, mais on doit le cuter. Comment on doit réagir par rapport à la défense qui est en face de nous, c'est une défense de zone profonde, zone courte, de couverture profonde ou 3. En revanche, en défense, il y a des postes où les joueurs, oui, peuvent être un petit peu plus simplets. Et on ne leur demande pas trop de trucs à apprendre, notamment les gros bonhommes qui sont sur la ligne défensive. Ils ont moins de responsabilités, donc on peut avoir des joueurs un peu plus simples. Parce que quand on pense au foot américain, on pense notamment à une scène de Forrest Gump, on le voit courir, tracer tout droit, et on voit la fanfare qui le stop, comme s'il connaissait absolument pas. Cours Forrest, cours. Voilà, James. Ça m'étonnait que tu ne sois pas intervenu encore. Voilà, donc on a cette image de joueurs de foot américain qui ne connaissent pas forcément les règles. En fait, le poste de running back, c'est le poste que j'ai occupé. Moi, je considère que c'est le poste le plus simple en fait, du football américain, parce qu'on a devant nous des gens qui sont censés faire le travail pour nous. Après, nous, il faut juste qu'on court vite et qu'on évite les plaquages. Mais normalement, si les hommes de ligne ont bien ouvert les gaps, on n'a plus qu'à courir. Et donc, c'est ce qui se passe avec Forrest Gump. Le gap est ouvert par les hommes de ligne, il se met à courir et il est rapide, donc il met tout le monde à la main. Et entre un running back et un receveur, c'est pareil, c'est aussi simple ou c'est un peu plus complexe le travail du receveur? C'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que alors, le running back, il doit à la fois courir si on lui donne le ballon ou protéger son quarterback si c'est une situation de passe. Il peut aussi être amené à recevoir le ballon dans le backfield. Donc le backfield, c'est toute la zone qui est derrière la ligne d'attaque. Et donc c'est relativement simple pour lui en termes de, pas d'exécution, mais d'apprentissage des techniques et des tactiques. Le receveur, en revanche, comme je disais tout à l'heure, il va falloir qu'il réagisse par rapport à ce qu'on va lui présenter. Parce que le receveur, il est écarté et il peut être en 1 contre 1. Il peut être contre plusieurs joueurs dans des zones, et donc son tracé peut varier en fonction de ce qui va être devant lui. Et il y a des automatismes qu'il va avoir avec son quarterback. C'est-à-dire que, je te donne un exemple, il y a un tracé qui s'appelle le hook, c'est un tracé qui est comme un crochet. Donc le receveur est censé monter à 6-7 yards et revenir vers le quarterback comme s'il faisait un crochet. Voilà. Seulement, quand tu as un défenseur en face de toi qui est en man press, man c'est qu'il est en couverture homme à homme, et il va presser le receveur, son tracé est irréalisable. Donc il y a un automatique qui se passe avec le quarterback, c'est que le tracé se modifie en fade. C'est-à-dire qu'il part tout de suite tout droit parce qu'il a plus de chances de battre son adversaire en vitesse que de réaliser son crochet derrière lui. Alors, on sent le gars hyper pointu là. Le foot en direct. Alors je sais pas si vous avez compris. Bon, moi j'ai à peu près suivi. Ça c'est exact, c'est ça qui est mais bon, voilà, on a compris que c'était pas aussi simple que ça. Mais non. Et finalement, alors si je on devais nous prend pour des résumer bobonnets, alors que pas du tout. C'est le sport le plus technique et le plus tactique qui existe dans le monde. En fait, le plus stratégique. D'ailleurs, si on devait comparer le foot américain à un autre sport, en France, on adore comparer, on essaie de trouver des points communs entre les choses, c'est vraiment quelque chose de typiquement français. Si tu devais comparer le foot américain à un autre sport ou une autre discipline, à quel autre sport ou discipline tu compares? Le sport qui se rapproche le plus, c'est le football, il y a 13.
Et pas le rugby à 15. Non, le rugby à 13, puisque quand le joueur est claqué, il doit renvoyer la balle derrière. On part sur des séquences de jeu de la sorte. C'est un gain de terrain voilà. aussi. Mais moi, je dirais que c'est. Parce que moi, en fait, ce qui me plaisait le plus en tant que coach, c'était vraiment la stratégie. Donc, moi, je dirais que c'est les échecs. Il y a vraiment une stratégie dans ce sport. Avant un match, on va étudier la défense ou l'attaque. C'est-à-dire que tu vas étudier la défense de ton adversaire. De mon adversaire, voilà. sur la vidéo. Et ensuite, on va établir un scouting report, c'est-à-dire on va regarder les tendances de l'adversaire, s'il se place de telle manière, comment on va jouer, etc. Et ensuite, on détermine quelle stratégie on va avoir ou quelle tactique on va utiliser pour le mettre en défaut. Donc c'est pour ça que les échecs, pour moi, c'est quelque chose de très parallèle. On dirait quelque chose de militaire presque. Tu observes ton adversaire, ton ennemi en fait, et tu vas adapter ta stratégie en fonction de la technique de ton ennemi. Exactement. Alors après, j'ai l'habitude de dire, il y a deux types de coachs. Il y a les coachs qui considèrent qu'ils ont leur système et c'est le système qui va gagner. Et d'autres coachs qui considèrent qu'il faut s'adapter à l'adversaire pour le faire déjouer. Moi, j'étais plutôt dans la deuxième catégorie. On a quelques petites remarques quand même. Oui, parce que là, alors d'ailleurs, on a salué personne, on a été hyper impolis. On est rentré direct bille en tête sur le tactique de foot américain. Alors, on va dire, on fait juste une parenthèse à nos amis, donc Sylvie, qui te passe le bonjour, Sylvie, mon ami Xavier, que tu connais bien. Donc Sylvie, of Cairo, Phil qui est là, évidemment, Francky, Agnès Chris, donc Christelle, Poulidor est là également, et Charlie dit, bien évidemment, on ne voit pas la casquette des Redskins derrière Xavier, c'est bizarre quand même, parce que bien évidemment, Charlie et Xavier ont participé à la mise en place du set, et il y avait un petit combat de casquettes, est-ce qu'on mettait la casquette de Florida State ou des Redskins en premier plan. Bon, en tout cas, moi j'ai mis la casquette Kate in the USA. Comme ça, au moins, tout le monde est d'accord. Alors voilà, Kate in the USA, c'est super. On a une première question, je pense, qui va ravir Xavier. Il y a Phil qui nous demande, mais qui est Favre? Le numéro 4, Favre. Première question. Première question. Alors, Brett Favre, c'est mon joueur favori. C'est un joueur qui a une carrière étonnante. En fait, il a été drafté en 1991 par l'Atlanta Falcons. Est-ce que tu peux expliquer drafté, parce que tout le monde ne sait pas. Donc en fait, les joueurs de football américain jouent en université et à la fin de leur 4 années universitaires, enfin 3, ils sont choisis par les équipes NFL dans un ordre décroissant de l'équipe qui a eu le moins bon résultat l'année précédente jusqu'à l'équipe qui a eu le meilleur résultat, donc le champion du Super Bowl. Et donc chaque équipe choisit de prendre des joueurs issus de l'université. Donc Brett Favre a été choisi en 91 par les Atlanta Falcons. N'a jamais joué pour eux, il a été 3e ou 4e QB. Et il y a eu un trade, donc un échange, qui a été réalisé par les Green Bay Packers en 1992 pour le faire venir à Green Bay et il a eu une carrière phénoménale. Alors, si on peut faire le parallèle, on est bien d'accord, c'est comme si les centres de formation en France décidaient de mettre tous les jeunes dans un pool commun et les équipes de Ligue 1 choisissent les uns après les autres, on part du 20e. Et on vient jusqu'au premier, le champion de France, et ils choisissent les joueurs pour compléter leur effectif. C'est ça. À peu près ça. Chose qui ne peut absolument jamais arriver, donc on est bien d'accord, non. C'est ça. Et donc pour Brett Favre, en fait, moi c'est un joueur qui m'a, quand j'ai débuté le football américain, qui m'a plu tout de suite parce que c'est un gars qui vivait le football américain, on voyait qu'il aimait ça. C'est le gars qui était, quand il marquait un TD, quand il lançait un TD à un de ses receveurs, il était capable d'aller le plaquer dans la zone d'en but. On voyait que c'était quelqu'un qui respirait le football américain et un jour il a même dit, même si j'étais pas payé, j'aurais fait joueur de football américain. Et puis il a toute une histoire à l'université, il a eu une opération, il a eu un accident de voiture, une opération de l'estomac et quelques semaines plus tard il rejouait, quitte à faire péter ses coutures. Et en NFL à un moment donné il a annoncé qu'il avait eu une addiction à certains painkillers, des antidouleurs pardon. Et donc il est venu le dire, il est parti faire une cure, il a gagné le Super Bowl. Il a été 3 fois MVP de la Ligue. Et, meilleur joueur, voilà. C'est un gars qui a perdu son père la veille d'un match et qui a quand même décidé de jouer le match et réaliser une de ses meilleures performances de sa carrière. Et puis voilà, donc moi c'est mon joueur préféré. Je peux pas avoir un autre gars qui respire plus le football. Alors, j'ai vu une question. Il y a une question. Alors, ça vient de NG Group qui nous dit alors, en soi, au foot européen, dans le haut niveau, on analyse aussi en vidéo les défauts des adversaires et adapte la tactique en fonction. C'est donc encore plus prononcé dans le foot US? Oui, parce qu'en fait, on a des cahiers de jeu. Donc, dans le foot US, on a des playbooks
qu'il n'y a pas forcément sur le soccer. Sur le soccer, on va étudier si le gars joue en 4-3-3, 4-2-3-1, etc. Et on va voir comment on peut attaquer. Mais comme au football américain, on a des playbooks avec des centaines de combinaisons, des centaines de jeux, on va pouvoir vraiment aller chercher la petite bête. Et c'est vraiment plus détaillé. Alors, pour information, j'ai fait un sport-études quand j'étais plus jeune, avant de me mettre sur le football américain. Et c'est clair que c'est pas autant poussé sur le soccer que sur le football. C'était en soccer que tu En soccer, ouais. Oui, ça vient petit à petit. Alors on va traduire, donc soccer c'est le football pour Xavier, et football c'est le football américain pour Xavier. Mais il faut savoir que le football, donc le football américain, influence énormément, lors de ces 10 dernières années, le soccer, le rugby, tous ces sports collectifs qui justement n'utilisaient pas la vidéo avant. Et c'est vraiment, et même pour les entraînements, ils commencent à piocher également des idées d'entraînement dans ces sports. Et juste comme ça, pour info, le préparateur physique de La Rochelle au rugby, c'est un ancien joueur de football américain, Philippe Gardant. Le préparateur physique de l'équipe de France de rugby, c'est Thibaut Giroud, qui est un ancien joueur de football américain. Le préparateur physique de l'équipe de volley, qui est actuellement aux Jeux Olympiques, ça y est, j'ai perdu son nom. C'est aussi un ancien joueur de football américain des Spartiates d'Amiens. Et j'ai perdu son nom. On en a parlé tout à l'heure. Si ça te voilà, revient. c'est pour dire que on est vraiment, on vient vraiment chercher les talents du football américain pour influer sur les autres sports collectifs. Est-ce qu'il y a d'autres... Pourquoi le soccer est plus joué par les femmes aux États-Unis? Je suppose que, Poulidor pose cette question, j'imagine que c'est la suite, c'est aux États-Unis. Alors c'est la réalité du pays en fait, puisque le soccer est arrivé très tard aux États-Unis et c'était considéré comme un sport pour les filles, puisque dans les sports collectifs, le football américain était roi avec le baseball et éventuellement le basket et le hockey. Donc le soccer commence à venir sur les masculins. La MLS commence à progresser de plus en plus, et puis en plus ils font venir des joueurs européens qui ont du talent. Et maintenant ils commencent à faire venir également des joueurs européens qui sortent de centres de formation, qui préfèrent aller jouer en MLS plutôt que de jouer en Ligue 2 européenne, parce que les infrastructures sont juste démentielles aux États-Unis, et puis c'est le rêve américain. On va jouer à New York, c'est autre chose que d'aller jouer, je dis une bêtise, mais à Clermont. Oui. Voilà. Sans vouloir dénigrer Clermont, ça fait toujours briller. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, le soccer est plus considéré comme un sport féminin qu'un sport masculin. Et le futsal aussi est très développé, commence à être très développé là-bas. J'ai eu la chance d'interviewer Matt Braham, qui est joueur pro aux États-Unis d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une autre question sur... non, mais je crois que sur les questions, on est bon, James. Yes. Je voulais revenir sur... je voulais parler des Jeux Olympiques et de l'athlète américain Devon Allen, qui est dans le 110 mètres haies. Alors, il vient du foot US, dans l'Oregon. Est-ce que tu as connaissance d'autres sportifs? Justement, là, tu disais des préparateurs sportifs, des entraîneurs qui viennent du foot US. Est-ce que tu connais des sportifs qui sont des transfuges du foot américain d'un sport pro à l'autre? Est-ce qu'il y en a tant que ça? En fait, il n'y en a pas tant que ça. Les deux plus connus qui ont fait les deux sports en même temps sont Deion Sanders et Bo Jackson. Les deux, pendant leur carrière de NFL, jouaient également en Major League Baseball. D'accord. Et en même temps, faisaient les deux carrières. Oui, parce qu'en fait, les saisons sont décalées dans l'année. Et d'ailleurs, Bo Jackson, qui a été pro bowler, donc c'est-à-dire sélectionné parmi les meilleurs joueurs de la saison au football américain, a également été sélectionné dans les meilleurs joueurs au baseball. Donc en gros, il faisait sa saison. La saison foot américain se termine en février. Oui, si ça va jusqu'au Super Bowl. Voilà. Ouais. Et ensuite, il attaquait sa saison. Il enchaînait au printemps la saison de baseball. Et en revanche, il y a un joueur qui est très connu, c'est Bob Hayes, qui en 1964 a gagné la médaille d'or au JO sur 100 mètres et sur 400 mètres, et qui ensuite a joué pour les Dallas Cowboys. Ouais, un athlète à nouveau. Donc ça, c'est vrai. Alors, il devait être running back, certainement. Oui. Ouais. Voilà, parce que c'est des gens qui forcément des sportifs qui courent bien, quoi. Alors, tout à l'heure, tu nous as parlé voilà, qui est ton joueur le plus pour toi le plus emblématique, le GOAT par excellence. Au niveau du foot américain, tout sport confondu, qui est ton sportif, le plus grand sportif de tous les temps pour toi? Alors, je vais te reprendre parce qu'en fait, pour moi, Brett Favre, c'est pas The GOAT. Ah, d'accord. Déjà GOAT, c'est Great of all times. Voilà.
Et moi déjà j'ai du mal avec ce truc de vouloir mettre quelqu'un en avant plus qu'un autre. Et Brett Favre, j'ai dit c'est mon idole, mais c'est pas le meilleur à son poste. Ah d'accord. C'est mon idole par rapport à ce que lui représentait, mais c'était pas le meilleur. Sur le football américain, j'ai 2 joueurs qui pour moi sont les meilleurs à leur poste, c'est Jerry Rice, qui était un receveur des San Francisco 49ers. James, es-tu d'accord avec Xavier sur Jerry Rice? Sur Jerry Rice, on peut difficilement ne pas être d'accord. C'est l'unanimité. Ah oui, là, il n'y a même pas de débat. Mais il ne peut pas y avoir débat. Le gars a réceptionné plus de 22 milliards en carrière. Celui qui arrive derrière lui, c'est 17 000. Donc en gros, il y a un quart des yards qu'il a gagné n'a pas été gagné par le deuxième. Et puis Barry Sanders. Barry Sanders, c'est un joueur exceptionnel. Je pense le joueur le plus humble qu'il y avait dans la NFL. Tout le monde s'accorde à dire, même si c'est pas lui qui a les meilleures statistiques en fin de carrière, parce qu'il a décidé après 9 ans de prendre sa retraite, alors qu'il était au sommet et qu'il aurait pu encore jouer 4 ou 5 ans à ce niveau-là. Mais tout le monde s'accorde à dire que c'était le meilleur running back de l'histoire de la NFL. Et c'est moi, pour le poste que j'occupais, qui était running back, c'était quelqu'un qui m'inspirait beaucoup, notamment de par son jeu et de par sa personnalité aussi, qui était vraiment très très humble. Je crois qu'il y a une question, mais je voudrais rebondir. Tu disais que Barry Sanders aurait pu continuer encore sa carrière. En gros, c'est combien de temps une carrière de joueur de foot américain à haut niveau, hein? Alors tout dépend des postes. Ça dépend des postes, d'accord. Il y en a qui usent plus que d'autres. Ouais. Alors les postes d'homme de ligne, par exemple, il n'est pas absurde de dire qu'un joueur de ligne peut jouer 15 ans, 20 ans. Il y a des joueurs qui ont joué 20 ans. Bruce Matthews, qui était un homme de ligne pour pas mal d'équipes, notamment les Tennessee Titans, a joué une vingtaine d'années. Ceux qui jouent le moins longtemps, c'est malheureusement les running backs et les receveurs, parce que c'est ceux qui prennent le plus de coups. Et la moyenne d'un joueur, c'est 4 ans. Parce qu'en fait, le joueur qui sort d'université signe un contrat de 4 ans. Et ensuite, il y a beaucoup de joueurs qui, au bout d'une année, 2 années ou 3 années, sont cutés, soit par manque de résultats, soit à cause des blessures. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, dans une équipe, il y a 53 joueurs, dans une équipe NFL. C'est énorme. Il y a 53 joueurs, sauf que en début d'été, lorsqu'ils commencent les summer camps, ils sont 100. Ils vont drafter des joueurs qui sont d'université, mais ils vont aussi signer des contrats pour des joueurs qui n'ont pas été draftés. Et ensuite, ils font leur sélection pendant le summer camp, et donc ils passent de 100 à 53. Donc la moyenne, c'est 4 ans. Mais des joueurs qui sont exceptionnels peuvent jouer 15 ans, 20 ans si leur corps le permet. D'accord. James, il y avait une question, je crois. Non, c'est pas une question. Phil nous dit, à propos du soccer, les États-Unis sont en finale de la Ligue des Nations CONCACAF contre le Mexique. Voilà, donc pour nous dire qu'ils progressent. Voilà. Mais moi, je pense que si un jour le soccer arrive au niveau universitaire chez les garçons, il faudra une vingtaine d'années pour que les États-Unis soient champions, parce qu'ils ont des infrastructures de dingue. Et le jour où ils mettront les moyens dessus, ça sera quelque chose. D'ailleurs, en termes d'infrastructure, c'est ce qui différencie énormément le sport américain du sport européen. Est-ce que c'est ça Oui, mais on n'a qu'à regarder la place du sport en France, notamment à l'école, et la place du sport aux États-Unis, dans les lycées, dans les universités. Tous les après-midi sont consacrés au sport. Grâce au sport, vous pouvez avoir des bourses pour aller à l'université. Ça n'a rien à voir. L'autre jour, je comparais les athlètes américains qui s'entraînent pour les JO et les athlètes français. Les athlètes français qui sont obligés de prendre des 20 heures sur un décathlon et qui s'entraînent de leur côté difficilement, alors qu'aux États-Unis, les athlètes sont payés. Alors moi, j'ai un chiffre. En 2016, 156 000. 156 000, c'est le record donc, de spectateurs pour un match de football américain universitaire, c'est-à-dire des jeunes. Tu as dit 156 000. C'est-à-dire le record donc en 2016 qui est établi, je crois que c'est entre Tennessee et Michigan, qui a été donc délocalisé sur une piste de NASCAR, donc parce que les stades de NASCAR sont nettement plus grands. Et donc ça c'est pour voir des gamins qui ont entre 17 et 20 ans. Ouais, 17 et 21. Voilà, donc les gamins entre 17 et 20 ans, ils sont 156 000 à aller les voir. C'est le record, mais c'est quand même assez extraordinaire. Il y a quand même des stades universitaires qui ont entre 90 000 et 105 000 spectateurs régulièrement. Absolument. Le soccer féminin reste et restera le meilleur. Les filles jouent mieux. Enfin, l'attitude des filles est meilleure que celle des garçons parce qu'il n'y a pas de feinte de blessure. On est d'accord avec Poulidor. Alors, est-ce que donc on a parlé sur le GOAT. Ah oui, on est là. C'est bien, tu suis quand même. Ah oui, c'est vrai. Il y a la minute qui va pas tarder, on va me fusiller, donc il faut que je suive. Non, donc en fait, ce que je te disais tout à l'heure, j'ai du mal moi à ressortir un joueur
plus qu'un autre, parce que toutes les époques sont différentes. Tu vois, en ce moment, il y a les JO, les gars éclatent les records, parce qu'ils ont des chaussures différentes, parce que les pistes sont différentes. On a vu ça, oui. Donc c'est compliqué, voilà, c'est compliqué de comparer comment dire, les époques. Et moi, pour moi, le GOAT, j'ai aussi du mal à le sortir d'un sport collectif. Pourquoi? Parce que dans le collectif, on a besoin des gens autour de soi pour participer à la réussite. Ouais, parce que s'ils sont mauvais autour de soi, eh ben, on n'est pas le GOAT. Mais s'ils sont excellents autour de soi, on est meilleur. Moi, regarde, par exemple, je prends le cas d'un coach, Zinedine Zidane, qui met Zinedine Zidane à Angers. Est-ce que Angers est champion de France? Ah ben, je ne pense pas. Ouais. Et voilà. Et je pense que tu prends un coach lambda. Inversement, tu mets le coach d'Angers au Real, je suis pas sûr que le Real est champion. Hein. C'est possible parce que c'est les joueurs quand même qui font un peu le jeu. Ouais. Mais donc, pour répondre à ta question sur The GOAT, donc j'irai sur un joueur de sport individuel, et j'en aurai deux. Le premier, ça serait Novak Djokovic, qui en ce moment qui a égalé le record de Federer et de Nadal, et qui est le seul des trois à avoir remporté les 4 grands chelems. Et il y a aussi cette notion dans The GOAT, c'est l'adversaire que tu as en face de toi. C'est facile d'être The GOAT s'il n'y a personne en face. Là, face à Federer, face à Nadal, il a quand même malgré tout réussi à mettre les grands chelems, et je pense qu'il va les dépasser parce que les deux autres arrivent en fin de carrière. Et j'aurai aussi Michael Phelps qui a éclaté tout, parce que pour moi la natation c'est un sport qui est extrêmement compliqué. Ma soeur a fait de la natation, j'ai vu comment elle rentrait ruinée de ses entraînements, et donc pour moi, voilà, ce gars c'est aussi The GOAT. C'est très ingrat parce que les entraînements sont durs et très répétitifs. Est-ce qu'il y a des... Ah ben voilà, on a une magnifique photo de Phelps. Alors, on a posé la question, ça arrive petit à petit. Quel est le plus grand sportif de l'histoire selon les personnes qui nous suivent ce soir? Alors, pour répondre à Sylvie, sport co ou pas, c'est vous qui voyez. En tout cas, on a pour l'instant Pelé et également Lewis Hamilton. On a Karim Abdul-Jabbar, on a Mohamed Ali, on a McEnroe. Donc, bon, c'est ok. On vous écoute, on vous lit. On est étonné parce que. Ouais. Pour Lewis Hamilton, pour moi, c'est compliqué parce que tu dépends de la machine. C'est la même chose. Si tu mets quelqu'un dans le baquet de la voiture de Lewis Hamilton, est-ce qu'il fera aussi bien? Est-ce que tu mets Lewis Hamilton dans une voiture qui ne performe pas? C'est compliqué. On a vu des champions du monde il y a quelques années dans des baquets et qui maintenant ne font plus rien. Alors, moi j'ai une question à te poser. Du coup, est-ce que dans ton analyse, on ne pourrait pas aussi dire, mais le fait que Lewis Hamilton ait trouvé preneur chez les grosses structures, les gros constructeurs, est-ce que c'est pas déjà le premier step pour devenir le plus grand? Est-ce que Schumacher n'était-il pas aussi grand que du coup Ferrari l'a happé pour que ça devienne ce qu'il a été, quoi? C'est le problème de la poule et de l'œuf. Exactement. Alors, il y a des... Alors on a Alex Morgan pour Polydor. NJ Group nous dit en sport co Messi, en individuel Federer. Et on a quoi? Ah ben bien évidemment Sylvie, Michael Jordan. Eh oui. Charlie nous dit Virginie de Dieu. Pardon? C'est sûr que c'est Sylvie, c'est pas toi plutôt? Pour l'instant, moi je suis pas à la Menu du James, donc on est bon. Ok, excusez-moi, on a Michael Jordan, Messi. Alors, il y avait une remarque tout à l'heure, je crois, de Phil, qui disait que les filles ont perdu en demi-finale les JO, là, au soccer. Elles sont championnes du monde. Contre le Canada, ouais. Contre le Canada. J'ai retrouvé, c'est Christophe Keller, qui est le préparateur physique de l'équipe de France de volleyball au JO. D'accord. Alors, NJ Group nous dit aussi en sport co Messi et en individuel Federer. Il n'y a que du lourd, là. Hein. Alors, en parlant JO, qu'est-ce que tu penses de la performance de l'équipe américaine de basket? Est-ce que tu as un avis? Est-ce que tu les as un peu suivis? C'est une performance mitigée. Ils ont mal débuté contre les Français. Ils ont fait un match avec des hauts et des bas contre les Espagnols. Je pense que la difficulté pour cette équipe, c'est qu'il y a tellement de stars que le coach ne peut pas avoir un 5 majeur et des remplaçants. C'est-à-dire qu'il essaye de faire tourner toute l'équipe et ils n'ont pas le temps de se mettre en marche réellement, d'avoir des gars qui jouent pendant 30 minutes. C'est ce qui se passe en fait en NBA quand tu as ton 5 majeur, les gars jouent entre 28 et 30, 32, 34 minutes. Là, il est obligé de faire tourner tout le monde parce que tu vois pas un Jason Tatum qui va rester sur le banc. Donc je pense que c'est la difficulté. Quand tu as une équipe comme la France, l'Espagne ou l'Argentine qui a son 5 majeur qui va jouer les 2 tiers du temps, là tu peux avoir tes automatismes qui viennent. C'est plus compliqué, on voit que les gars changent très très souvent, il y a des rotations perpétuelles. Et puis les règles ne sont pas non plus les mêmes en termes de défense entre la NBA et les règles FIBA. Donc c'est plus compliqué pour eux. D'autres remarques, James?
on a bien évidemment Tyler Ney qui nous dit on peut rajouter Tiger Woods à la liste. Tiens donc. Ah oui, tiens, alors je crois que James est d'accord avec cette analyse. La minute n'est pas arrivée. On en parlera tout à l'heure. J'aimerais évoquer le thème de l'argent dans le sport universitaire et dans le sport américain, mais surtout universitaire. J'ai lu qu'il était question de payer les joueurs universitaires maintenant. Est-ce que tu peux nous en parler? Je ne comprends pas trop pourquoi il est question de payer les joueurs. Est-ce que tu peux nous En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, en fait, eSport avait sorti un jeu, donc un peu comme FIFA Soccer, un jeu etc. vidéo. Voilà, et qui utilisait du coup la NCAA, donc les joueurs universitaires, et donc gagner de l'argent, entre guillemets, sur le dos des joueurs. Qui eux n'étaient pas payés. Puisqu'en fait, quand tu es universitaire, tu es un étudiant, tu n'es pas un joueur pro. Même si tu passes à la télé en prime time, tu n'es pas un joueur pro, tu es juste un étudiant. Et ils ne touchaient pas de royalties sur les jeux. Et donc certains joueurs, anciens joueurs de l'université, ont fait des recours au tribunal et ont obtenu gain de cause. Donc eSport a dû payer tous les joueurs universitaires qui avaient été sur le jeu NCAA, je ne sais plus quelle année. Et donc à partir de là, il a été question de dire, ok, en université, les universités font énormément d'argent grâce aux joueurs. Parce que comme on dit tout à l'heure, on a des stades de 90-95 000 personnes. Donc il y a 6 matchs à domicile. Donc tu remplis le stade, tu vends des t-shirts, tu vends des maillots, tu vends des casquettes, tu vends à manger, tu vends à boire. Et tout ça, ça ne revient qu'à l'université et jamais aux joueurs. Donc il y a eu une petite controverse là-dessus. Alors après, moi, je ne suis pas pour payer les joueurs universitaires. Parce qu'en fait, il faut savoir, comme j'ai dit tout à l'heure, que les joueurs obtiennent des bourses pour aller à l'université. Certaines universités coûtent 30 000 $ à l'année. Donc un gars qui est bon dans le football américain ou dans le basket, qui va obtenir un full scholarship, c'est comme si on lui donnait 30 000 $ pour faire ses études en fait. Donc moi je me dis, ok, l'université gagne de l'argent, ça va permettre d'améliorer les infrastructures pour les joueurs, pour la fac également, parce que c'est comme ça qu'ils financent tous les pôles scientifiques, que les universités sont flambant neuves comparées à la France. Ça n'a rien à voir avec nous. Voilà, et donc je ne suis pas forcément pour payer les joueurs universitaires. D'autant qu'on va avoir après, si ça se fait, un problème entre les universités de conférences riches, c'est-à-dire la SEC comme Alabama, Tennessee, Florida, et des universités plus down dans le niveau, pas le niveau scolaire, mais le niveau sportif. Et il risque du coup d'y avoir un intérêt pour les étudiants à plutôt aller dans les universités qui vont payer plus parce qu'il y a plus d'argent. Donc ça va appauvrir encore plus sportivement. Exactement. Après, il y aura vraiment une différence de level. Déjà que la SEC engrange beaucoup d'argent et beaucoup de joueurs. Pour moi, ça créerait des niveaux vraiment très, très disparates. Et pour les sportifs français, alors il y a des jeunes qui rêvent de partir en université américaine, quelle chance ils ont concrètement de réussir et quel sport est plus propice à la réussite aux États-Unis pour un Français ou un Européen? Si tu me parles d'un Européen qui veut partir à l'université pour percer, je dirais qu'il vaut mieux qu'il aille sur le football américain. Pourquoi? Parce que c'est le seul sport qui fait une draft à 100% pour avoir ses joueurs. Et en plus, il y a beaucoup plus un besoin plus important, c'est puisque tu disais qu'il y a 53 joueurs, alors qu'une équipe de basket, finalement... Mais le truc, c'est que sur les équipes... La différence du football américain avec le basket et avec le hockey, par exemple, c'est que le basket et le hockey sont professionnels dans tous les autres pays dans le monde, alors que le football américain ne l'est pas. Et donc, la raison pour laquelle on voit beaucoup d'Européens performer en NHL ou en NBA, c'est parce qu'ils vont directement chercher des jeunes qui sont en France, en Russie, en Italie, comme par exemple Luka Doncic qui est le MVP en NBA, il vient du Real Madrid. Donc il n'est pas passé par le circuit universitaire. Donc le sport, pour aller performer en passant par l'université, c'est le football américain. C'est le principal. Alors de toute manière, il me semble que c'est vrai, oui voilà, par exemple au basket, tous les grands joueurs ne sont pas forcément passés par l'université. Certains joueurs sont partis directement du high school. Kobe Bryant n'a jamais été à l'université. Il a fait high school et NBA. Mais là maintenant, on voit de plus en plus de joueurs, y compris des joueurs américains, qui partent jouer en Europe, ou en Turquie, ou en Chine, et qui reviennent ensuite en NBA. Donc ça serait intéressant de savoir, je ne sais pas si Jam tu peux regarder ça, le pourcentage de joueurs NBA issus d'université. On va essayer de chercher ça. Est-ce qu'il y a d'autres remarques entre-temps qu'on aurait... Oui, alors on a eu droit à, bien évidemment, est-ce qu'on peut considérer, ça c'est une question de NG Group, John Cena comme une star de sport US? Alors oui, le catch, c'est un sport.
parce que les joueurs se préparent vraiment comme des athlètes, mais il faut savoir que le résultat est truqué à l'avance. Ouais. Donc bon, voilà, on va dire que c'est entertainment. Ce sont voilà, des athlètes. C'est un film. Ce sont des athlètes. Donc pour moi, ce sont des sportifs parce qu'ils se préparent vraiment comme des sportifs. Et puis les chutes qu'ils prennent sur le ring, il faut savoir bien se réceptionner. Donc non, pour moi, ce sont des sportifs, mais pas dans la compétition. Ouais, c'est un sport artistique, quelque part. On a bien évidemment Dwayne Johnson, alias The Rock, aussi au niveau du catch. Alors, on était sur les sportifs européens qui réussissent aux États-Unis. On a tous en tête Tony Parker, Joachim Noah, en gros. Est-ce que tu as connaissance de sportifs actuels là, qui ont vraiment leur chance aux États-Unis, des jeunes, hein, je veux dire. Il y a deux gars qui sont pas si jeunes que ça, parce qu'ils sont aux alentours de 27. Je crois que Evan Fournier a 27 ans et Rudy Gobert a 24 ans. C'est des vieux, quoi, 27 ans. Ouais, mais je pense qu'ils peuvent. Là, ils sont en train de vraiment faire leur trou dans la NBA. Et là, Rudy Gobert a gagné son 3e titre d'MVP défensif en 4 ans. C'est un truc exceptionnel. Evan Fournier, qui était le leader du Magic, avait été transféré aux Celtics et maintenant il vient d'être signé par les Knicks de New York. Et lui, c'est vraiment un leader, c'est un gars qui se prépare aussi de manière phénoménale. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a sur YouTube une petite série de 8 épisodes sur la vie d'Evan Fournier, enfin comment il prépare ses saisons. Ça s'appelle Evan for Real. Mais sinon, dans les jeunes, il y a Alexandre Texier, qui est un hockeyeur de 21 ans, qui joue pour les Columbus Blue Jackets, qui est en train de bien percer aussi dans la NHL. D'ailleurs, il a que 21 ans, c'est sa première saison, je crois, ou sa deuxième. Et il a déjà un mouvement qui s'appelle le Texier. Il a lors d'un match de play-off, scoré sur un penalty face au gardien. Il a couché le gardien, il a mis le palais entre les jambières. Et les experts ont nommé cette action le Texier. Comme la Panenka au foot. Ou le Fosbury, quand Fosbury a fait son. Ou le Fosbury pour le saut. Donc très jeune et déjà il a marqué le sport. Ouais. La classe. Et puis il y a un jeune basketteur qui joue à Nanterre. Alors moi je dirais que c'est Victor Wembanyama. Wembanyama. Je savais que j'arriverais pas. Victor Wembanyama. Il a 16 ans, il fait déjà 2m20, 2m36 d'envergure. Il est impressionnant le gars. Ouais. Et là, tous les scouts de la NBA commencent à en parler comme un premier choix de draft NBA en 2023. Donc là, vous voyez qu'il n'est pas passé qu'il ne passe pas par le parcours universitaire américain, puisqu'il est à Nanterre. Il joue en Jeep Elite, donc ce qui est le plus haut niveau du basket en France. Et il a que 16 ans. Et donc, dans 2 ans, il risque d'être drafté numéro 1 pour la draft NBA. C'est impressionnant. Là, on voit une photo de lui, 2m19 ou 2m20, je ne sais plus, il a 16-17 ans. C'est impressionnant. C'est vraiment, alors lui... Alors, une question de Phil qui nous dit, mais il a révisé Xavier avant de venir tous les noms qu'il connaît. Donc non, Phil, Xavier n'a pas révisé, c'est une encyclopédie. C'est pour ça qu'on est en train de boire ses paroles, comme on boit les paroles de Kate, bien évidemment, dès qu'elle parle. Là, un petit peu moins quand même. Un petit peu moins, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune sportif? Alors moi, j'en connais quelques-uns, des jeunes qui ont 16-17 ans et qui rêvent de partir aux États-Unis en université, notamment au basket. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Est-ce qu'ils doivent se préparer ici? Est-ce qu'ils doivent avoir un agent? Est-ce qu'ils doivent avoir des intermédiaires? C'est compliqué de partir comme ça, c'est une décision qui est lourde de conséquences, mais comment on est accompagné pour partir comme ça? C'est compliqué, mais il faut savoir que la première des choses, c'est le travail. Il faut travailler son anglais. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent partir aux États-Unis, mais quand on leur demande s'ils parlent anglais, en fait non. Est-ce que tu peux le redire, ça, s'il te plaît? Non, mais ça, c'est essentiel. Il faut parler anglais pour aller dans une université américaine. C'est la base, bien sûr. Et puis ensuite, il faut se dire aussi que le petit niveau que le gars peut avoir en France sera peut-être encore moins élevé que le niveau qu'il aura aux États-Unis. Parce que la France est un petit pays avec peu de joueurs. Et il arrivera aux États-Unis où il y aura un entonnoir comme ça. Une concurrence énorme. Voilà. Donc c'est le travail. C'est travailler. Mais attention, ne pas seulement travailler sur son sport, travailler à l'école. Parce qu'il y a des obligations dans les universités. Pour pouvoir jouer le match, pour pouvoir être qualifié pour le match, il faut être bon à l'école. Et moi, le conseil que j'ai déjà donné à des jeunes qui voulaient partir en université, déjà en high school, c'est de leur dire, pensez principalement à vos études. Parce que le pourcentage de chance pour être professionnel dans votre sport est infime. Et ne vous basez pas que là-dessus, parce que si vous vous plantez là-dessus, derrière vous allez être
déprimé et vous n'aurez pas de porte de sortie parce que vous n'aurez pas pris les études qui vous intéressent. Ouais. Donc effectivement, parler l'anglais, travailler l'école, travailler son sport, et voilà, c'est se donner à fond. Les États-Unis, c'est le pays où tout peut arriver, mais il faut se mettre un coup de pied aux fesses. C'est sûr. Est-ce qu'il y a des questions? J'en ai une qui concerne le dopage. Alors on parle beaucoup de dopage dans le cyclisme, dans l'haltérophilie. Comment c'est géré le dopage aux États-Unis dans le sport américain? Alors il y a beaucoup d'hypocrisie. Il faut savoir que les 4 ligues majeures ne gèrent pas le dopage de la même manière. Donc, NFL pour le football américain, NBA pour le basket, NHL le hockey et Major League Baseball pour le baseball. Le hockey sur glace, par exemple, fait des tests sur ce qu'ils appellent les drogues récréatives, donc cocaïne, marijuana, mais ne sanctionne jamais les joueurs qui sont pris positifs à ces substances. D'accord. Donc ils jouent quand même. Ils jouent quand même. Les résultats ne sont pas connus, mais ils jouent quand même. D'accord. Et donc à quoi ça sert de faire ces tests-là? Ça, j'en sais rien. D'accord. Mais ils font ces tests, mais ils les sanctionnent uniquement pour les usages de stéroïdes, anabolisants, etc. Ce qui est considéré comme du dopage. Voilà. Les autres ligues font plus la chasse aux drogues récréatives qu'au dopage. Est-ce que c'est par rapport au modèle que ça peut donner pour les jeunes? Pour les jeunes, c'est l'hypocrisie des États-Unis. On veut protéger les jeunes de la marijuana et de la cocaïne, et de l'autre côté, on leur dit pas que c'est pas bon non plus de se mettre des stéroïdes dans le corps pour courir plus vite, quoi. Donc voilà, donc il y a très peu de joueurs qui ont été sanctionnés. Je crois que sur les 20 dernières années, il y a eu 5 joueurs en NBA. Il y a peut-être une vingtaine sur le football américain. Alors après, il y a des grands noms qui ont été sanctionnés. Savoir qu'il y a un seul joueur en Major League Baseball qui a été sanctionné à vie, parce qu'il a été pris 3 fois pour l'usage de stéroïdes anabolisants. Donc il faut quand même être pris 3 fois pour être à vie. Dans le Major League Baseball, il y a eu un gars qui est connu, qui est Alex Rodriguez, l'ex de J-Lo, qui lui avait pris 1 année de suspension. Sur le football américain, il y a un joueur qui est très très connu, car c'est le premier qui a avoué avoir utilisé des produits dopants. C'est Lyle Alzado. C'était un joueur qui a commencé aux Broncos, ensuite qui a joué pour les Los Angeles Raiders dans les années 70-80. Et ce joueur était un joueur réputé à l'époque. Il a fait un combat de boxe de charité contre Mohamed Ali. Il a fait beaucoup de pubs à Hollywood. Enfin, c'était vraiment quelqu'un qui était très connu. Il a fait des pubs aussi pour des salles de sport. Et après sa carrière, en fait, il a été diagnostiqué très rapidement avec un cancer du cerveau. Et il a décliné très rapidement. Et à partir de ce moment-là, il y a une qui est sortie dans Sports Illustrated où il a fait une interview où il a dit, le titre c'était Highlight. Donc j'ai menti. Et il a avoué avoir pris des stéroïdes anabolisants toute sa vie. Et il est mort à 42 ans. Et dans le baseball, il y a toute une controverse aussi avec Mark McGwire, qui était un joueur de baseball. Alors lui, on le voyait, il avait des trapèzes énormes, des bras énormes. Et il n'avait jamais été pris positif sur les stéroïdes. Et après sa carrière, quand il a été question de le mettre au Hall of Fame, parce qu'il avait eu des records incroyables, pour entrer au Hall of Fame, il faut avoir, je crois, entre 60 ou 70% de votes favorables. Il n'a eu que 26%. Et en fait, c'était dû au doute sur l'utilisation de drogue. Et du coup, il a fait son mea culpa. Et il a avoué avoir utilisé des stéroïdes depuis le début de sa carrière. Ça n'a pas changé les votes, mais il a quand même avoué ça. Ouais. Donc entre ceux qui ont avoué et ceux qui l'ont fait, il doit y en avoir un paquet qui passe entre les mailles du filet. Bien sûr, bien sûr. Et en France, c'est pareil, hein, puisque dans le spectacle de Gérard Rolls, il explique les trucs qu'avaient les joueurs du Tour de France, enfin les cyclistes pendant le Tour de France, pour déjouer les contrôles antidopage. Il donne il explique comment il procédait autrefois, parce que maintenant c'est sur la NHL, par exemple, les tests ne sont jamais réalisés les jours de match. Ah ouais. C'est-à-dire que si les joueurs prennent un stimulant le jour du match, ça ne sera pas détecté. Ouais. James, une remarque? Alors, juste pour dire, par rapport à tous les noms que Xavier a évoqués, sur votre gauche, vous avez Alex Rodriguez, au milieu, Lyle, et sur la droite, vous avez Mark McGwire. On a également donc des remarques. Donc, une première remarque, on est sur le débat précédent, on a Angie qui nous dit qu'il aurait bien aimé voir notre ami LeBron James contre Michael Jordan, un bon petit combat. Et ensuite, on a également donc Phil qui nous parle de Marion Jones pour le dopage et Poulidor qui nous dit Ben Johnson. Eh oui. Ouais, tout à fait. Eh oui. Il a perdu d'ailleurs. Alors, question maintenant de Tyler Ney qui nous dit est-ce qu'au catch, les stéroïdes sont-ils autorisés puisqu'il y a de sacrés gabarits, est-ce qu'il y a des contrôles au catch?
Et ben voilà, une question à laquelle je ne saurais pas répondre. Ah ben voilà, on a trouvé, voilà, on a coincé notre ami Xav, et on dit bonjour à Edmus qui vient d'arriver. Oui, bonjour. Est-ce que, donc, d'autres remarques? James, peut-être qu'on va pas tarder à faire la minute de James. Il y a pas mal de choses à dire. Ça va être 30 secondes. Hein. Est-ce que oui, ça va être rapide. Je crois qu'on a. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? On a essayé de faire le tour. Alors on peut pas parler de tout en détail, mais on a essayé de faire le tour des questions qui nous taraudaient et je pense que tu y as bien répondu. Jam, tu aurais une dernière question à poser à Xavier? Non, pas pour l'instant. Eh bien écoute, il nous reste à te remercier pour ça. C'était hyper intéressant. Effectivement, il connaît bien son sujet, on ne peut pas dire le contraire. Et puis, Jam, ça sera à toi dans quelques secondes pour faire une synthèse. Et puis on se retrouve après la synthèse de James pour évoquer les films américains avec la représentation du sport US et du sport tout court d'ailleurs, mais plutôt US, au cinéma. James veut intervenir. Non, c'est bon. Ah bon, d'accord, il ne veut plus intervenir. On peut y aller. On peut y aller. Ben, écoute, merci beaucoup. Merci Xavier. Et puis, à une prochaine. Avec plaisir. Merci. C'est parti? Ok, donc on est de retour pour la petite minute Jams. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce qui s'est passé cette première demi-heure? On a eu un cours de foot US de la part de notre ami Xavier qui nous a expliqué plein de choses sur les tracés des receveurs, sur les gaps, sur les O-line, D-line, etc., etc. Donc c'était super intéressant. On a eu un premier débat sur qui est le plus grand de tous les temps, le GOAT, Greatest of All Time. Et donc Xav nous a expliqué que pour lui, il y avait quand même, c'était important que ce soit un sport individuel. Donc il a mentionné quand même Michael Phelps et Djokovic. Donc bien évidemment sur Michael Phelps, on peut difficilement contredire le palmarès de ce nageur hors pair. En revanche, on peut quand même débattre avec notre ami sur son choix de Djokovic, puisque bien évidemment, il y aura les pro-Federer qui diront que c'est Federer, les pro-Nadal que c'est Nadal. Bon, ça c'est quand même assez ouvert au débat. En ce qui me concerne, je pense que si je devais choisir un sportif dans un sport individuel, je pense que indéniablement, ce serait pour moi Tiger Woods. Non pas que je sois un fan de golf, mais tout simplement parce que ça répond un petit peu aux critères de Xavier, c'est-à-dire que grosse concurrence sur le parcours au moment où il explose, et il est capable de le faire une fois qu'il a entre guillemets des problèmes personnels. Il arrive à revenir quand même sur le circuit et reprendre un petit peu du poil de la bête. Donc un palmarès énorme de la part de Tiger Woods. Donc ça, ce serait mon choix si on devait différencier sport co et sport individuel. Mais pour moi, le greatest of all time, il n'y a aucun débat là-dessus, c'est Michael Jordan. C'est une évidence. Parce que au-delà de la performance sportive qu'il a été capable de réaliser, au-delà du fait qu'il n'a pas eu besoin, comme les stars d'aujourd'hui, de créer autour de lui des équipes avec tiens, je vais me m'allier avec un autre joueur. Non, mais Scottie Pippen a été drafté par les Bulls. Horace Grant a été drafté par les Bulls. Non, je parle de plus en plus fort. On a dit qu'on ne coupait pas le James lors de la minute du James. Merci. Donc Michael, lui, n'a pas eu besoin de se faire entre guillemets une équipe de All-Star avec, comme LeBron James a pu le faire avec en partant au Miami Heat ou en revenant à Cleveland avec Kevin Love, etc. ou en repartant ensuite aux Lakers pour faire venir Anthony Davis. Là, on a quand même quelqu'un qui s'est construit avec les pièces qu'on lui a fournies au fur et à mesure. Le seul notable, on peut dire que c'est Dennis Rodman. Don't touch Michael, bien évidemment. Alors, je ne suis pas non plus un fan inconditionnel parce que l'homme avait quand même pas mal de travers. Néanmoins, en termes de palmarès, mais surtout là, je voulais en venir, ce qu'il est quand même capable de faire, c'est qu'il a été capable de transcender tout un sport. Parce qu'en 92, au moment où on n'a pas encore les réseaux sociaux, lorsqu'il met le pied à Barcelone, il fait exploser la planète basket. Et si aujourd'hui, il y a tant de joueurs internationaux en NBA, c'est tout simplement parce que ces gens-là sont allés voir Michael Jordan jouer donc à Barcelone, où ils l'ont vu jouer. Il a fait exploser un sport, chose que plein d'autres, on va dire, athlètes n'ont pas réussi à faire. Aujourd'hui, je ne pense pas que Tiger Woods ait fait exploser l'audience du golf. Je ne suis pas certain que Djokovic ait fait exploser les audiences du tennis parce que ça existait avant lui.
Par contre, on peut clairement dire qu'au basket, il y avait un avant et un après Jordan. Pour terminer, donc on a parlé de sport, d'argent dans le sport universitaire. Là, bien évidemment, je rejoins tout à fait ce que nous a dit notre ami Xavier. C'est quand même assez inconcevable de se dire que non seulement ils vont gratuitement à des universités qui sont extrêmement chères, avec des scholarships donc gratuites, alors que les étudiants qui veulent faire des études aux États-Unis doivent payer 30, 40 000, 50 000 dollars pour aller faire des études, chose qui n'existe pas en France, voire même en Europe. Et en plus de ça, il faudrait les payer. Non, mais on est quand même dans du délire complet, quoi. Là, c'est du grand n'importe quoi. Donc voilà. Et ensuite, derrière, on a parlé donc. Alors, juste pour terminer, les moyens quand même mis en face par rapport à l'éducation au niveau de la France, on est bien d'accord que les moyens sont quasiment nuls. Quand on va visiter des facs aux États-Unis, Xavier en connaît pléthore. Nous, on est allé voir une fac à Miami. Rien que les vestiaires de l'équipe de Miami de football américain, c'est Dwayne Johnson qui a mis un billet de 5 millions de dollars pour payer les vestiaires. Rien que ça calme tout le monde. Voilà, donc on est sur des échelles qui sont complètement différentes. Et je terminerai donc sur le dopage. En effet, on est sur une planète où on est dans l'entertainment, on est dans le sport entertainment. Les règles changent pour que ce soit de l'entertainment. Donc forcément, on ne va pas brider le spectateur qui aime voir donc ces grandes stars. Et donc, on ne va pas les priver de leur grande star. Donc oui, c'est assez hallucinant, Poulidor, je suis assez d'accord avec toi. On peut dire que c'est de la propagande. Oui, d'accord, j'ai bien compris. C'est une propagande de ma part, je ne pense pas. Mais j'allais bien argumenter, je te remercie Phil. Et donc voilà. Merci pour cet excellent exposé. Juste, il y a des réponses à la question de tout à l'heure. Oui. Sur le catch, donc ça n'est pas autorisé au catch. Il y a la réponse... Alors, il faudrait remonter un tout petit peu dans le chat, mais c'est argumenté. Angie nous a dit, en effet, il a raison, Jeff Hardy a été... c'est pas le seul, hein, Jeff Hardy a été suspendu pendant plus d'1 an parce qu'il avait utilisé des stéroïdes. Et il y a quelques catcheurs, hein, maintenant que j'y pense, qui ont été également suspendus pendant 6 mois ou 1 an, quoi. Et dans les sportifs, on est en plein JO, dans les sportifs qui ont marqué, on a oublié d'évoquer Bolt, qui est pas américain, mais voilà, qui fait partie des gens qui ont, voilà, des grands sportifs. L'homme le plus rapide de l'histoire. Grand sportif de tous les temps. Est-ce qu'on peut faire un petit crochet par le cinéma, s'il n'y a pas d'autres remarques? Hardy, c'est un catcheur. C'est pas Tom Hardy, hein, je te rassure. Non, Tom Hardy, pas l'acteur. Je crois qu'on a fait... Ouais, c'est un catcheur. On a fait... Il y a Carl Lewis aussi qui est sorti. Poulidor nous l'a mentionné. On va faire un petit crochet par le cinéma. On demandera à Xavier qui nous répondra quel est son film de sport préféré, puisque c'est une question posée par Phil, donc il nous donnera la réponse tout à l'heure. Alors, on a sélectionné quelques films. On est parti sur des films... qui sont donc des films qui traitent du sport et du sport américain en particulier, et on s'est rendu compte qu'il y avait tout un paquet de films qui sont qui sont basés sur des faits réels, sur des histoires vraies. Donc on s'est focalisé là-dessus, pas sur les fictions uniquement, mais sur des histoires vraies. Il m'a semblé que pour le sport c'était peut-être plus judicieux. Alors, on a fait une sélection de films qui ne sont pas forcément les plus connus. Alors, on verra, on citera bien sûr les plus connus après. Alors, on est parti sur un film avec Brad Pitt qui s'appelle Le Stratège. En anglais, c'est Moneyball. Alors, c'est un biopic sportif qui raconte donc l'histoire vraie d'un ancien joueur de baseball. Alors, sa carrière n'a jamais décollé et il décide de devenir entraîneur et il tente sa chance en dirigeant une équipe de losers, je dirais. James, tu me contredis si je me trompe. Non, alors c'est pas exactement ça. Alors, je suis désolé de te contredire. C'est pas une équipe de losers. Mais des gars qui sont laissés pour compte, quoi. C'est pas exactement ça. Alors, rapidement, un pitch rapide. C'est pas la bonne. Donc en fait, l'histoire, c'est qu'il récupère une équipe de baseball dans laquelle les 2 stars sont partis. Et donc, il doit remplacer ces 2 stars. Et donc, tout le monde attend à ce qu'on remplace 2 stars par 2 stars. Et lui, en fait, va trouver un système d'équation pour aller récupérer des joueurs anodins, on va dire voilà, qui ne sont pas des stars, pour les remplacer et pour faire en sorte qu'ils fassent le job à leur place. Ok, d'accord.
Et donc, par contre, oui, ils sont sous-estimés en fait. Voilà, c'est des joueurs qui sont censés être moins bons que les stars qui viennent de partir. Alors, apparemment, Molibor est excellent, d'après Louis. Donc, il est d'accord avec nous. Mais Louis, il est toujours d'accord avec moi. Et il est actuellement sur Netflix, donc je vous conseille d'y jeter un coup d'œil. Ensuite, on a pensé à Coach Carter. Donc ça, c'est du basket avec Samuel Jackson. Alors, c'est une histoire vraie, encore une fois, puisque là, on va citer des films qui sont basés sur des faits réels. Alors, c'est l'histoire de Ken Carter, là, qui est entraîneur de basket d'une équipe de lycée. Alors, c'est en 99, il a renvoyé ses joueurs à leurs études parce qu'il les avait négligés. Donc, ça rejoint un petit peu le propos de Xavier tout à l'heure quand il disait qu'un sportif, qu'il soit français ou américain d'ailleurs, il doit privilégier ses études. C'est voilà, le travail, mais le travail scolaire et le travail sportif, mais avant tout le travail scolaire. Donc il s'est rendu compte que les joueurs négligeaient leurs études, et donc il a déclaré forfait pendant, je crois, 2 matchs, si c'est ça l'histoire exacte. Tout à fait. Alors que l'équipe était invaincue, elle avait d'excellents résultats. Mais vu qu'il ne bossait pas à l'école, eh bien, il a décidé de faire forfait. Donc il avait finalement aucun intérêt à faire ça sur le papier. Mais pour leur faire prendre conscience de ce que justement Xavier nous a dit, que voilà, les résultats scolaires sont essentiels, eh bien, il a décidé donc de faire forfait parce qu'ils n'avaient pas obtenu des résultats scolaires suffisants. Donc la boucle est bouclée par rapport à ce que Xavier nous a dit tout à l'heure. Sur Coach Carter, est-ce qu'il y a une remarque particulière ? Là, ça montre clairement le système, comment il est fait. Et c'est vrai qu'en effet, souvent, des entraîneurs ferment un petit peu les yeux sur les résultats scolaires des jeunes. J'ai pour mémoire un joueur des Redskins qui a été drafté, donc qui a passé 4 années en universitaire et qui a annoncé au bout de 3 ou 4 saisons, donc en tant que professionnel, qu'il ne savait pas lire. Donc, ce qui veut dire qu'il a passé toute sa carrière donc universitaire, voire le lycée, sans savoir lire. Donc il a passé des examens, il est arrivé au plus haut niveau. C'est quand même assez extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, encore une fois, qui ferment les yeux là-dessus. Ok, oui, on est d'accord. Ensuite, on a sélectionné, alors je ne sais pas si tu as l'affiche, je crois que oui, The Blind Side, avec Sandra Bullock notamment. Aussi, une histoire vraie. Alors c'est l'histoire de Michael O'Hare, je ne suis pas sûre. Oui, c'est ça, O'Hare. C'est un Afro-Américain issu d'une famille pauvre qui a été ballottée de foyer en foyer. Il est en échec scolaire. Puis il est recueilli par une famille blanche, une bonne famille, comme on dit. Et puis peu à peu, grâce au soutien donc, de cette famille, et bien, de toute la famille, il arrive à trouver sa place et il devient une star du foot américain. Voilà, donc c'est un peu le rêve américain. Enfin, c'est un film qui est un petit peu l'incarnation du rêve américain. Enfin, le personnage, qui est un vrai sportif, représente, je pense, le rêve américain. Voilà, issu d'une famille pauvre et puis qui, soutenu, réussit et devient un grand joueur. James, sur ce film ? Alors sur ce film, ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'en fait le film sort quasiment à la retraite du joueur. Donc c'est quand même très très contemporain et c'est assez intéressant de voir un petit peu son parcours. C'est un très bon joueur hein, de football américain. Et là on voit l'affiche, je la trouve très belle l'affiche. Voilà, avec Sandra Bullock qui lui tient la main plus ou moins. Alors Sandra Bullock dans la vraie vie, le personnage. Oui, le personnage est un peu moins glamour. Beaucoup moins glamour. Puisqu'à la fin du film, on voit les photos des vrais personnages. Elle est moins glamour, mais bon voilà, il fallait ça quoi. Le film suivant qu'on a décidé d'évoquer, c'est Le plus beau des combats. Si tu peux nous projeter l'affiche, James, avec Denzel Washington. Donc c'est dans une école en Virginie. On a des étudiants issus de milieux différents, d'origines différentes, d'origines ethniques différentes, qui sont donc intégrés dans le même établissement scolaire. Alors c'est censé. Alors est-ce que tu peux nous faire le pitch du film, James ? Donc ils sont tous ces jeunes issus
d'ethnies différentes sont réunis dans le même établissement, en gros. Est-ce que ça va exacerber ou atténuer les tensions raciales? Il va y avoir un peu des deux, c'est-à-dire que ça va dans un premier temps, exacerber, et puis finalement, bien évidemment, qu'ils vont se rendre compte que, un peu comme nous expliquait Xavier tout à l'heure, dans un sport collectif aussi poussé que le foot américain, tout le monde a sa place et tout le monde est important. Et donc, qu'on soit blanc, noir, gris, vert, jaune ou fuchsia, on est égaux sur un terrain de foot américain. Alors, pour répondre à la question... pour répondre à la question de Phil, oui, j'ai vu Le plus beau des combats. C'est pas mon film de chevet. Voilà, c'était ça la question. Ensuite, j'ai vu Le Stratège. Coach Carter, j'ai dû un petit peu le voir, mais voilà, c'est pas mes films. Oui, je vais pas dire que c'est mes films, que ce sont mes films préférés, je vais pas mentir. Alors, certains sont sur Netflix. Oui. Vous les avez pas vus, écoutez, je vous rappelle les titres si vous les avez loupés. Le Stratège, Moneyball en anglais, Coach Carter, The Blind Side, Le plus beau des combats, Remember the Titans. C'est Titans en anglais. Hein. Ouais, Remember the Titans. Et puis alors un avant-dernier, c'est Une équipe hors du commun. Alors là, on a une équipe aussi hors du commun dans le cast, puisqu'on a Tom Hanks, Madonna et Gina Davis. Donc c'est assez rigolo de les voir réunis dans un même film. Et là, on est plus dans l'ordre de la comédie là. Alors comédie, c'est parce que c'est voulu, c'est tourné comédie, mais c'est une histoire vraie. On a dit qu'on faisait que des histoires vraies. C'est une histoire vraie, donc c'est tourné un petit peu sur le côté comique, mais en effet, c'est malheureusement, pendant la guerre, donc un coach de baseball qui se retrouve un petit peu orphelin des joueurs qui sont partis à la guerre et qui se retrouve donc à participer donc à la création d'une ligue féminine dans laquelle il va prendre le rôle de manager d'une des équipes où il y aura donc Gina Davis et Madonna. Donc ça donne des situations assez cocasses. Ok. Bon, alors ça sera l'occasion de revoir ces films. Alors, Chania nous dit qu'il y en a sur Disney+. Alors, je pense de films sur le sport sur Disney+. Je pense que c'est ça la remarque. Hein. De la liste que tu as donnée, il y a certainement qu'il doit y en avoir plus. Aussi. Les plateformes se battent un petit peu ces films-là, surtout Disney qui propose des films pour les jeunes, les teenagers, etc., dont je fais partie, bien évidemment. Les teenagers, donc, je me régale à regarder ces films-là quand j'ai 2 heures à tuer. Alors, et le dernier film, qui est celui que je préfère, c'est pour ça que je termine là-dessus, c'est Rocky. Alors, vous allez me dire, c'est pas une histoire vraie. On est d'accord, ça n'est pas une histoire vraie. Mais par contre. Décidément, à chaque fois, tu me Rocky, quoi. Alors, comme vous avez toujours cette tendance à caser les évadés, et ça a été encore le cas, hein, je vous rassure. On aurait pu citer les évadés parce qu'il y a du foot américain. Mais ça a déjà été évoqué, tu n'as pas suivi le chat, c'est apparu. Il n'y a que Emma Stone qui n'a pas été citée, mais moi, je veux absolument caser Rocky. Alors. Effectivement, ça n'est pas. Alors, il y a une remarque visiblement. Ouais, Junior Titou. Alors déjà, j'ai une petite idée de qui c'est Junior Titou qui dit l'enfer du dimanche. Mais on va en parler après. Attendez, 2 minutes. Tu dis le dernier film. Non, le dernier film par rapport aux faits réels, parce qu'après, ça ne sera plus des faits réels. Oui, c'est Rocky, même si effectivement Rocky est une fiction, mais elle est basée sur. Le personnage de Rocky Balboa est inspiré d'un boxeur qui s'appelle Chuck Wepner, et je pense que tu as une photo de lui. Oui. Alors, il y a Rocky Balboa, donc le film, et il y a une photo de Chuck Wepner. Donc, en fait, Stallone a assisté à un combat entre Mohamed Ali et Chuck Wepner, qui est un boxeur de seconde zone, comme Rocky dans Rocky, comme Rocky Balboa, et puis à qui on a donné une chance, en fait. Voilà, donc c'est ce qui a inspiré le personnage et le film et la saga. C'est tout. Mais voilà, c'était en ça où c'était inspiré de faits réels, parce que les autres sont vraiment plus adaptés de l'histoire de départ. Et bien entendu, dans les films de sport, consacrés au sport, on a bien sûr L'Enfer du dimanche, Any Given Sunday d'Oliver Stone, qui est quand même un must-see, je dirais, parce qu'il est vraiment très bien, la BO est super, les acteurs, Al Pacino, Cameron Diaz sont vraiment très très bien. Donc, même si vous n'aimez pas le foot américain, même si vous ne connaissez pas le foot américain, c'est un film que vous pouvez voir sans problème. J'avais pensé aussi à The Fan, alors on n'est pas dans le même registre,
puisque c'est sur le sport évidemment, mais c'est un thriller, voilà, c'est un peu différent, c'est le traitement du sport différemment, je trouve ça intéressant, et il est plutôt réussi avec Wesley Snipes. Alors je suis étonnée que James ne dise pas Wesley Snipes. Voilà, il le dit toujours comme ça, toujours, hein, dans n'importe quelle phrase. Et Robert De Niro qui est juste impressionnant de ce rôle-là. Donc ça casse un peu le film de sport, c'est un peu différent. Ok, c'est pas la même catégorie. Et puis j'avais pensé aussi à un autre film qui casse les codes, parce qu'en général les films de sport, bien, ce sont des films où on va magnifier le sport. À défaut de casser les couilles. On va magnifier le les sport. deux, j'en sortent un, ça fait depuis tout à l'heure, je me retiens. C'est vrai, tu avais été très très sage jusqu'à présent. Mais en général, on peut dire que le cinéma américain a cette faculté de magnifier le sport. Il va y avoir des films, notamment sur le baseball. Bon, alors peut-être que nous, notre regard il est un peu plus difficile parce que c'est pas un sport qui nous plaît tant que ça. Mais ils vont arriver quand même à créer de l'émotion, à créer quelque chose autour de sports que nous, on ne connaît pas forcément. Ils magnifient. Mais c'est pas qu'autour du sport, hein, c'est tout le temps, c'est vraiment, surtout en général, ils magnifient, et en particulier sur le sport. Donc j'ai pensé aussi à un dernier film qui s'appelle Concussion. En français, bien écoutez, Seul contre tous. Seul contre tous. Alors là, on est dans un autre registre complètement. Ça concerne le sport et le foot américain. C'est sur les commotions cérébrales, donc c'est pas rigolo du tout. Mais voilà, ça existe et c'est un excellent film. Voilà, je vous le conseille. C'est un film de Peter Lanzmann. Voilà. Je voudrais voir. Ce qu'il y a comme remarque, Ray Donovan, je vois, Rocky sur le top, je suis d'accord, Chris, évidemment. Angie me dit, on parlait de Jordan et James, il y a Space Jam, bien sûr, puisqu'il y a le deuxième qui est sorti. Bon, là-dessus, celui avec Jordan reste mythique et largement au-dessus. Ouais, c'est ce que tout le monde dit, que le deuxième ne dépasse pas l'original, en effet. Voilà, donc The Fan, dans un autre registre, Concussion, qui est dans un autre registre encore, puisque c'est le registre médical dans le sport, donc qui dénonce les problèmes des joueurs de foot américains, les commotions cérébrales. On a aussi The Program. Alors ça, c'est Xavier qui m'a soufflé ce film, donc je vous le conseille. C'est un film avec James Caan. Alors il y a eu deux The Program. Il y en a un de 2015 qui est de Stephen Frears, mais là c'est le précédent, celui des années 90, qui est un film qu'on vous conseille également. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et Xavier, je voudrais savoir quel est le film que tu préfères, le film de sport que tu préfères. Tu peux venir à côté de moi. Allez, rejoins-nous. Est-ce que tu as un film de chevet, mon Xavier? Ça sera forcément des films sur le football américain. Donc. Le premier, Any Given Sunday, qui est bien sûr... ça retrace la réalité de ce qui se passe dans une équipe NFL, les compétitions entre les joueurs. D'ailleurs, on voit le problème du dopage avec un médecin qui laisse jouer le joueur, qui veut jouer parce qu'il veut avoir sa prime, etc. Donc c'est très intéressant. Même pour des gens qui ne sont pas dans le foot américain, ils adorent la partie du discours de motivation d'Al Pacino. Donc ça, c'est must-see. Un deuxième qui n'est pas sorti en France, je crois, qui s'appelle Draft Day, avec Kevin Costner. Et en fait, c'est uniquement sur la draft, donc ce que j'expliquais tout à l'heure, les choix des joueurs à la sortie universitaire. Et en fait, pendant tout le film, on voit les négociations entre les équipes pour échanger des choix, des tours, etc. Et la pression que le manager reçoit avec le head coach. Donc c'est hyper intéressant. Là, c'est un petit peu plus poussé pour les gens qui veulent vraiment s'intéresser à ça. Donc Draft Day. Et le troisième truc, c'est pas un film, c'est un documentaire. C'est un documentaire sur Philippe Boson, qui est un ancien joueur de hockey sur glace, qui est le premier Français à avoir joué en NHL pour les Saint-Louis Blues. D'accord, on aurait pu le citer tout à l'heure. Ouais. Et en fait, il a terminé sa carrière au Servette de Genève, et il y a un documentaire qui s'appelle Les règles du jeu, sur sa dernière saison avec le Servette de Genève, et là on voit toute la difficulté d'être un professionnel en fin de carrière, avec les blessures, et le gars qui joue sur les blessures, le gars qui n'abandonne pas, et ça pour les gens, notamment pour les jeunes qui veulent partir, de voir qu'on ne s'arrête pas au premier petit bobo, et de voir la difficulté en fait de continuer d'être au haut niveau. C'est un documentaire qui est phénoménal, Les règles du jeu. Très bien. James, une dernière remarque avant qu'on passe
On est un petit peu en retard à l'after avec un quiz sur les sports US. Si tu me poses la question sur mon film de chevet de... Non, je te la pose pas. Je vais te le donner quand même. C'est Space Jam parce qu'il y a Mark Jordan. Voilà. Non, pas du tout, tu vois. Moi, je dirais The Last Dance. Parce que c'est là où on voit quand même donc, le documentaire sur Michael Jordan. Là où on voit clairement que Michael Jordan n'est pas forcément le bon gars entre guillemets qu'on peut percevoir dans les années 80 et 90. Et on voit vraiment l'envers du décor et on voit quand même que c'est quand même quelqu'un qui poussait vraiment les gens dans leur retranchement, voire au-delà. Donc il était très borderline sur plein de choses. Mais je trouve que ouais, ça retrace bien une des plus belles dynasties du sport US de ces dernières années. Merci James pour cette réponse à une question que je ne t'avais pas posée. Alors, comment ça me bannit, ça a mal se terminer cette histoire très chère. Phil nous pose une question et je ne vais pas y répondre parce que c'est un vrai métier et on va avoir un débat et je pense que ça sera l'objet d'un prochain live. Comment traduire Any Given Sunday? Quel que soit le dimanche. Ouais, mais il faut y réfléchir et le faire. Ouais, quel que soit le dimanche. Parce qu'en fait, non, soyons clairs, il y a une traduction elle est tirée, ce titre est tiré d'une réplique d'Al Pacino qui dit Any given Sunday, you win, you lose. Donc, quel que soit le jour du match, on peut gagner, on peut perdre. Bon, après, il enchaîne sur plein de trucs, mais voilà, c'est le sport, quoi. Bon, oui, bon, c'est pas la meilleure traduction, mais en tout cas, c'est celle qui se rapproche le plus. Non, mais c'est difficile de trouver c'est un vrai travail, donc on y réfléchira. On verra, on essaiera de voir si les Québécois ont fait une traduction. En général, c'est pas très bon. Ah, bon. Ils sont pas très bons dans ce domaine-là, mais c'est juste pour tabarnak. C'est le sacré dimanche. Ce qu'ils ont trouvé. Bon, mais si vous êtes d'accord, on passe à l'after. Ne partez pas, parce que la semaine dernière, Poulidor est parti juste avant l'after. Donc on se retrouve après le jingle avec un quiz sur le sport US et il y a des questions aussi de cinéma dedans consacrées au sport. A tout de suite. Ah, pardon, excusez-moi, ce sont les aléas du direct, je ne savais pas que c'était déjà à nous. Alors, la première question porte du coup sur le sport, mais sur le cinéma, sur un film en fait, je vais y arriver. Lequel de ces acteurs apparaît dans 3 films consacrés au baseball? Alors, je vous propose 4 solutions qui vont apparaître à l'écran si je ne m'abuse. C'est bon. Alors, je vous propose Kevin Costner, Dustin Hoffman, Paul Newman ou Al Pacino. Et là, c'est une question rapidité, parce que c'est plutôt, il me semble, une question facile. Est-ce qu'on a des réponses? Est-ce que tu peux redonner la question? Je repose pas qu'il y a toujours un petit lag à chaque fois. Il y a un petit délai. Lequel de ces acteurs apparaît dans 3 films, donc 3 films consacrés au baseball? Est-ce que c'est Kevin Costner, Dustin Hoffman, Paul Newman ou Al Pacino? Donc on a déjà une réponse de Tyler Ney qui nous dit Kevin Costner. Poulidor nous dit la réponse 3, Paul Newman. Et Phil me demande la question que je vais reposer. Lequel de ces acteurs, donc Kevin Costner, Hoffman, Newman, Pacino, apparaît dans 3 films consacrés au baseball? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'art de magnifier le sport aux États-Unis quand il s'agit de films. Alors, la réponse est Kevin Costner, bien sûr. Alors, il a été à l'affiche de... J'ai des notes, parce que je ne le connais pas par cœur. Je ne vais pas prétendre savoir le citer par cœur. Duo à 3, avec Suzanne Sarandon et Tim Robbins. Jusqu'au bout du rêve. Field of Dreams. Et Pour l'amour du jeu. Pas l'amour du risque, mais l'amour du jeu. Et James se traduit merveilleusement ces titres que l'on va proposer... pour les encyclopédies, je pense que ça sera très très bien. Deuxième question, donc première réponse, c'était Tyler Ney qui a répondu. Yes. Alors il faudrait noter les réponses. Donc c'est Yann qui a la première réponse. La deuxième, une seule de ces 4 villes a une équipe dans chaque championnat, c'est-à-dire en NFL, dans la ligue de baseball, dans la ligue, la NBA de basket et dans la ligue de hockey, la NHL.
Est-ce que c'est Cleveland? Est-ce que c'est Denver? Est-ce que c'est Houston? Ou est-ce que c'est Pittsburgh? Donc il y a les 4, en gros, il y a les 4 équipes phares des 4 ligues. Donc Cleveland, Denver, Houston ou Pittsburgh. Alors la réponse est sans appel, c'est Denver en effet. Ah ben non, c'est pas sans appel puisqu'il y a eu d'autres réponses. Et effectivement, c'est la majorité qui l'emporte, c'est Denver. Alors juste avant, Phil nous a dit que les 3 films de Kevin Costner étaient des 3 super films, mais je crains qu'il y ait un peu d'ironie. Mais ce sont des super films. Attends, il faut voir Bull Durham qui est un excellent film avec surtout c'est les débuts quasiment de Tim Robbins qui avait fait juste avant, qui avait fait Top Gun. Et il joue dans Top Gun, Tim Robbins. Oui. Il joue un des gars, mais derrière il l'avion. Il joue Merlin. Ah ouais. Voilà. Troisième question. Joachim Noah, donc le fils de Yannick, a remporté 2 fois le championnat universitaire de basket. Avec quelle université? Duke, Florida, Florida State ou Louisiana State? Est-ce qu'on a le droit de dire que c'est une université de merde? Tu l'as dit, je crois. Voilà. Donc je répète, Joachim Noah a remporté 2 fois le championnat universitaire de basket. Avec quelle université? Alors il y a une vie qui va venir s'asseoir à côté de moi. Allez, viens. Vas-y, tu peux monter. Duke, Florida, Florida State ou Louisiana State? Alors on a quoi? Frankie qui dit Florida State, Tyler Ney Florida State, Sylvie qui dit Duke, Phil qui dit Memphis. Mais non, on n'a pas parlé du King, on parle pas d'Elvis là. Dans les propositions. Poulidor qui dit Florida. Et c'est Poulidor qui l'emporte. Good job Poulidor. C'était les Gators. Et ils ont été sacrés champions donc en 2006 et en 2007. Et ce sont d'ailleurs leurs 2 seuls titres. Hein. Et avant ce doublé, ça faisait 15 ans qu'une équipe n'avait pas gagné de titres nationaux consécutifs. Ce qu'on appelle un back-to-back. Back-to-back, et pas un back-to-black. Quatrième question. Bon, je sais pas pourquoi je dis ça. Quatrième question. Alors je pense que je vais poser celle-là. C'est une question rapidité. Merde, parce que j'ai envoyé des réponses. Ah pardon, non, alors pas celle-là. Une université américaine qui a notamment été 11 fois championne de football américain possède un nom très français. Alors il s'agit de la fac de la Bastille, de Montmartre, de Montparnasse ou de Notre-Dame. Alors on a dit 11 titres, c'est nettement plus qu'au Florida State, on est bien d'accord. Hein. Ça c'est un règlement de compte avec Xavier. Alors, donc il y a une université qui a été 11 fois championne de foot américain. Est-ce que c'est, alors elle a un nom français, est-ce que c'est Bastille, Montmartre, Montparnasse ou Notre-Dame? Alors Francky nous dit Montmartre, Tyler Ney nous dit Notre Dame. Qu'est-ce que je vois d'autre? On a Poulidor qui dit Bastille, Sylvie dit Notre-Dame et on a Phil qui dit Montparnasse. C'est Notre-Dame. Et NJ qui dit Notre-Dame, c'est bien joué, c'est Notre-Dame. Bravo. Les Fighting Irish. Je crois que c'est notre dernière question. Non, ça? Il en restait une. Il en reste encore une. Ouais, la 5e. Quelle est l'équipe la plus titrée depuis la création de la NFL, donc la Ligue de foot américain, qui a été créée en 1920? Est-ce que c'est les Chicago Bears? Est-ce que c'est les Green Bay Packers? Est-ce que c'est les New England Patriots ou les Pittsburgh Steelers? Alors je répète, les Chicago Bears, les Packers de Green Bay, les New England Patriots ou les Steelers de Pittsburgh. On va donner un indice. Je crois que Brett Favre a contribué à certains titres de cette franchise. Ok, alors est-ce qu'il y a des bonnes réponses, James? Alors on a droit à Pittsburgh Steelers, on a droit aux Argonautes. Et malheureusement, Sylvie, on aurait bien aimé, on n'est pas loin, mais presque. Les Patriots et on a NJ qui dit les Packers. Et donc c'est bien évidemment les Green Bay Packers. Et Poulidor dit Chicago Bears, malheureusement non, Poupou, c'est les Packers. Ben voilà, je crois qu'on a terminé ce quiz. Yes. Et on a terminé ce live. Alors j'ai quelques petits rendez-vous à vous donner.
Alors, on se retrouve comme tous les 15 jours sur Top FM la semaine prochaine dans le Good Morning de Christian Vidal. Le 8 août, c'est-à-dire dimanche, il y a la dernière date à Saint-Cyr-sur-Mer de la tournée Top FM, donc qui s'appelle Les Talents de chez nous. Donc je vous invite, pour ceux qui sont dans le sud, à nous rejoindre, je serai là-bas. Voilà, je crois que dans les rendez-vous, c'est tout. On se retrouve la semaine prochaine. On remercie encore une fois très très chaleureusement Xavier pour son expertise. Merci beaucoup. Merci James à la technique. Merci Indy pour ta présence encourageante. Et merci surtout à vous tous de nous avoir suivis, d'avoir participé au chat. Merci d'être de plus en plus nombreux. On est ravis, on vous remercie. Et puis, la semaine prochaine pour un nouveau live. Je vous dis au revoir à tous. Je vous fais de grosses bises. Je remercie encore Chania énormément. Donc, juste pour info, c'était une surprise. Elle m'a envoyé, je ne m'attendais pas. Et elle m'a fait faire cette casquette. Et on va en faire d'autres. Et on va faire aussi des t-shirts. Des t-shirts. Voilà, on va faire des t-shirts et des mugs aussi. Et des mugs. Ouais. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. À la semaine prochaine. Bye. Bye bye.